hâte d'avoir ce séminaire aujourd'hui parce que c'est quand même sur le plan scientifique qu'on avait envie d'échanger des idées autour du pastoralisme et des approches qui pourraient l'aborder. Pourquoi ce séminaire aujourd'hui? Ça s'inscrit dans la continuité d'un mouvement plus global autour du pastoralisme, et notamment dans la déclaration de l'année 2026 comme année internationale des parcours et des pasteurs. Et voilà, comme j'imagine, vous savez, il y a quelques années, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l'année 2026 comme année internationale des parcours et des pasteurs. Et ça, c'était le résultat d'un long processus de plaidoyer de la part d'acteurs de la société civile, de la recherche, des organisations internationales. Euh, et donc, il y a tout un mouvement derrière cette proclamation. Il y a des groupes relativement bien structurés qui se sont organisés pour continuer le plaidoyer, pour organiser des activités, etc. Les organisations individuellement aussi sont en train de se coordonner en interne et le CIRAD en fait partie. Donc, il y a 2 ans, non, il y a 1 an et demi comme ça, on a démarré la réflexion au sein du CIRAD pour voir comment se structurer, comment se fédérer et comment porter un plaidoyer euh, à l'occasion de cette année des parcours et des pasteurs. Et donc, on a commencé informellement à échanger entre nous. On a démarré une série de réunions déjà pour faire circuler de l'information. Et, et puis, pour voir quels sont les messages qu'on entend porter, comment on entend mettre en valeur les spécificités du CIRAD dans le domaine des parcours et du pastoralisme. Voilà, cela, c'est juste quelques éléments de contexte. Maintenant, je laisse Véronique parler plus en détail des objectifs scientifiques de ce webinaire. Ok, merci Serena. Bonjour tout le monde. Ravi d'être aussi nombreux et nombreuses en connexion. Alors, je m'appelle Véronique Ancey, je suis sociologue et je travaille à Ardève sur le pastoralisme essentiellement. Et le fil conducteur de ce webinaire, comme l'a introduit Serena, j'autorise des gens à venir encore pendant ce temps. Je te passe la main, Serena. C'est en préparation à l'année internationale, c'est de faire sortir le pastoralisme de son enclos de spécialistes et de techniques, et de faire discuter des scientifiques que nous sommes, de disciplines diverses, d'apports différents, de contextes différents, sur ce qu'ils retirent pour leur travail, heuristiquement, d'avoir croisé, d'avoir buté sur, d'avoir utilisé ou d'avoir discuté avec des pastoralistes sur tel ou tel aspect du pastoralisme, que nous définissons ici, bien sûr, comme un mode d'existence qui est spécialisé dans l'élevage sur parcours, capable de valoriser la variabilité des conditions naturelles, en milieu froid, en milieu tempéré ou en milieu tropical, en utilisant, c'est la première stratégie cruciale, la mobilité comme stratégie, c'est pas la seule, opérable à différentes échelles de temps, que ce soit quotidiennement, saisonnièrement ou de façon pluriannuelle, et à différentes échelles d'espace. Et donc, les systèmes pastoraux sont souvent engagés dans des relations productives ou commerciales avec d'autres modes d'existence. Et les systèmes pastoraux peuvent eux-mêmes intégrer éventuellement des pratiques de culture agricole variées et variables, opportunistes, sous les critères de l'importance dans les revenus, de la continuité d'une année sur l'autre et de leur échelle d'intégration, que ce soit l'échelle de l'unité de production, comme disaient les anciens, à l'échelle de la famille élargie ou du territoire. Et donc, en comparaison avec les formes intensives d'agriculture, le pastoralisme est potentiellement agroécologique quand les conditions le permettent, parce qu'il peut faire de la variabilité des ressources un atout pour minimiser l'apport d'énergie et de ressources externes. Et nous faisons l'hypothèse qu'il nous ouvre des voies pour repenser nos relations à l'environnement, ce qui fait ressources
au sein et entre les territoires connectés, et aussi, au-delà de l'aspect technique et spécifique au pastoralisme, aussi pour revoir les références sur lesquelles se sont construites les politiques agricoles et environnementales. Donc, nous espérons notre volonté d'intéresser largement à la discussion sur le pastoralisme comme point d'observation, c'est d'abord d'élargir le domaine de pertinence du pastoralisme au-delà des zones arides et en incluant, discutant des enjeux de gestion des ressources, de biodiversité, d'animation de différents écosystèmes, en commençant aujourd'hui avec 3 interventions, une géographe, un agronome, une économiste, qui ont rencontré tous les 3 de différentes façons le pastoralisme dans leurs travaux. Deuxièmement, à partir des marges géographiques, frontalières, arides, des zones dites d'intensification utiles pour l'agriculture, de concentration des investissements, mais aussi des marges politiques auxquelles le pastoralisme a été relégué par la longue histoire de l'économie capitaliste. On a l'ambition, peut-être pas là dans l'heure d'aujourd'hui, mais ensemble, de mettre en évidence la construction de certains référents politiques, par exemple les référents agricoles et sédentaires, mais aussi les objectifs comme l'externalisation du milieu, la maîtrise des incertitudes, l'intensification des productions, et donc les limites de ces politiques agricoles. Troisièmement, on a l'ambition de contribuer à faire émerger des pistes structurantes croisées pour un ouvrage collectif en mutualisant nos approches et les différents contextes de nos travaux, dont on pourra reparler en conclusion. Mais voilà, on réfléchit à la préparation d'un ouvrage collectif qui pourrait paraître en 2026, année internationale, mettant en évidence les champs structurants, les apports, l'héritage, le patrimoine, mais les points d'inflexion et d'émergence de la recherche au CIRAD et en partenariat sur et à partir du pastoralisme. Voilà, pour introduire un petit peu les idées autour desquelles nous nous sommes rassemblés avec Serena et avec d'autres collègues impliqués dans la préparation de l'année et avec les 3 intervenants d'aujourd'hui. Célim, que j'ai aperçu dans les gens présents, nous a gentiment proposé d'intervenir pour la DGDRS. Je ne te vois plus. Si, je suis là. Ah, on t'écoute. Non, ben, merci. Je ne vais pas être long, mais c'était juste pour rappeler, effectivement, vous remercier pour cette initiative et rappeler l'importance, effectivement, de se mobiliser pour l'année internationale des parcours et des pasteurs, comme un exemple, justement. Et pour être tout à fait transparent, c'est vous-même, donc en partant des chercheurs eux-mêmes, qui nous ont alertés sur le besoin. On avait bien ça dans les radars, mais c'est vous qui avez pris l'initiative, justement, de solliciter et de solliciter l'intérêt, justement, stratégique que représentait la construction d'un discours et d'une position en vue de cette année internationale et comme exemple en fait de ce que on peut apporter le CIRAD avec nos partenaires dans ce domaine en termes justement d'interface science-décision et en valorisant à mon sens deux éléments fondamentaux, c'est le fait de pouvoir croiser les regards disciplinaires et là-dessus c'est évidemment une richesse dont on dispose au CIRAD qui se matérialise au sein même de l'unité CELMET qui porte ce sujet, mais en montrant aussi l'importance de traiter de manière transversale les enjeux de pastoralisme en lien avec d'autres grands enjeux que l'on veut porter ou que l'on porte, encore une fois, avec nos partenaires autour de l'agroécologie, comme tu l'as dit,
du changement climatique, voilà. Et donc de renforcer cette dimension transversale au-delà donc, je dirais, de l'unité qui porte, et indépendamment de la qualité déjà du travail fait par Selmet, évidemment, mais justement d'arriver à fédérer plus largement. Et donc ça, c'est le côté, on va dire, interdisciplinaire, mais qui est très important justement pour construire un discours politique qui va contribuer à venir casser des idées reçues sur les oppositions éleveurs-agriculteurs, sur l'élevage comme émetteur de CO2, enfin voilà, plein de sujets que tu as déjà, Véronique, mentionné, et qui sont portés au CIRAD. Et puis l'autre importance ou valeur ajoutée, c'est le côté, on va dire, multisitué de nos recherches, qui nous permet justement de porter un regard qui apporte une valeur ajoutée dans cette année internationale pour tirer des enseignements généraux à une échelle qui n'est pas simplement locale, qui est importante, et qui n'est pas simplement nationale, mais qui est aussi dans les enceintes politiques globales. Et donc ce travail de multi-échelle est aussi quelque chose de fort qu'on peut valoriser justement aussi avec notre capacité de faire venir des partenaires de différents continents, de différentes régions, qui portent également et mettent en dialogue autour de ces enjeux, autour du pastoralisme. Voilà, et donc, juste pour terminer, dire qu'on va continuer à appuyer au niveau de la DGDRS cette mobilisation, encore une fois, organique, qui est venue vraiment de vous, en lien avec cette année internationale, parce que ça rentre parfaitement avec, justement, les orientations stratégiques, justement, d'être encore plus présent pour valoriser cette interdisciplinarité et ce travail multi-échelle sur les grands enjeux, et qu'il y a déjà 2 dates identifiées en lien avec cette année internationale pour nous, qui vont servir un peu de jalon, et je laisse de côté déjà la COP30 en fin d'année, où il y aura aussi les enjeux de pastoralisme, donc la COP30 sur le changement climatique, mais pour 2026, il y a le Salon international de l'agriculture qui sera dédié au pastoralisme, donc en février prochain, et la COP17 de l'UNCCD qui aura lieu en Mongolie, on n'a pas encore la date, mais qui viendra justement clôturer l'année internationale, et le CIRAD, comme d'autres partenaires présents ici, est accrédité, et donc il faut aussi réfléchir d'ores et déjà à des activités ou des messages à porter dans cette enceinte-là. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Merci, beaucoup, Céline. Céline. C'était pas très long. Et effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment un moment clou pour le pastoralisme. Il est présent dans toutes les instances internationales. Seulement ces 3 derniers mois, on a eu tellement d'événements autour du pastoralisme ou qui avaient un lien avec le pastoralisme, ou bien qui commençaient à prendre en compte le pastoralisme, comme ça a été le cas à la COP16 à Riyad. Donc, continuons dans cette lancée, et c'est fondamental que le CIRAD se fédère autour de ce sujet. Après, se fédérer, ça ne veut pas dire qu'on doit être tous porteurs d'une seule vision, de quelque chose de partagé, mais au moins qu'on sache quelles sont les ressources au sein du CIRAD et comment on peut transmettre des messages à l'extérieur. Donc, merci beaucoup. Véro, avec ton accord, je passerai à la première intervenante, Oui, on peut qui rappeler les est... règles. Tu peux rappeler l'organisation en détail où je fais. Oui, d'accord. OK. Alors, nous avons pour aujourd'hui, nous avons 3 intervenants. Nous avons d'abord Irène Carpentier, qui est géographe à Selmet et qui s'est intéressée, qui s'est rapprochée du pastoralisme via la gouvernance territoriale. Donc, avec des expériences en Afrique du Nord, voilà, via le canal des systèmes oasiens, elle est entrée en contact avec le pastoralisme. Deuxième intervenant, c'est David Baer, qui est agronome des systèmes chez AIDA. Voilà,
qui travaille surtout, qui aborde le pastoralisme à partir de l'exploitation mixte agriculture et élevage. Et troisièmement, on écoutera Perrine Burnot, qui est économiste dans l'unité TETIS et qui est arrivée à s'intéresser au pastoralisme via les travaux sur le foncier rural à Madagascar. Voilà. Donc, à la fin de ces trois interventions, on aura un petit moment de construction collective. Alors, on a préparé un mural sur l'outil mural, justement, où on pourra... Ah, déjà, je partage le lien. Au fur et à mesure que les intervenants voilà, que les intervenants parlent, on pourra ajouter des idées qui nous viennent à l'esprit sur ce mural. Donc, je vous le partage. Je vous partage le lien. Hum, voilà, je le mets dans le chat. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, vous me dites. Je commence On le déjà à voit. le partager. Hop. Voilà, je le partage déjà à l'écran juste pour montrer de quoi il s'agit. C'est vraiment très libre, hein, c'est pas très, voilà, c'est pas très contraignant. Déjà, en écoutant les intervenants, vous pouvez commencer à... voilà, si vous avez des idées, quelles sont les idées que vous retenez des interventions? Deuxièmement, en quoi cela vous inspire pour vos propres travaux? Donc, est-ce que ça vous donne de nouveaux... ça vous donne... Il y a de nouveaux challenges qui vous viennent à l'esprit? Et dans les prochains séminaires organisés comme celui-ci, qu'est-ce que vous aimeriez aborder? Quels sont les sujets qui vous intéresseraient d'aborder? Voilà. Donc, écrivez un message dans le chat si vous n'arrivez pas à avoir accès à ce mural. D'un point de vue pratique, on va vous demander de, on va vous envoyer, une fois que vous voulez vous connecter, vous devez recevoir un message de mural pour compléter, pour réinitialiser un password que vous allez pouvoir saisir. Il est ponctuel et ça va vous permettre d'accéder à ce mural-ci. Et si vraiment ça ne marche pas, on a un plan B, on a un Framasoft qui permet à chacun de mettre les mêmes idées, mais c'est moins collectif parce qu'on ne voit pas ce que les autres ont. Donc, on espère que ça marche. Mais je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes connectées. Super. Voilà, donc ça devrait marcher. Et d'un point de vue pratique toujours, on écoute on écoute Irène un quart d'heure et puis on prendra deux questions ou deux interventions, pas beaucoup plus, de manière à limiter à 10 minutes les échanges spécifiques sur son intervention. Idem pour David ensuite et ensuite pour Perrine avant de se garder un petit peu de temps général. Ok, Voilà. merci Véro. Maintenant, je donne la parole à Irène, qui est ma collègue de Selmet. Si tu as quelque chose à partager, tu peux partager l'écran. Merci. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit la fiche du webinaire. D'accord. Alors, attends, je te le... Parce que c'était ma première slide par défaut, mais voilà. On ne le voit pas en mode diapo. Ah, Enfin, on ne le voit pas en mode présentation. Il faut aller dans paramètres d'affichage, normalement. paramètres d'affichage. Dupliquer, c'est ça? Je ne sais pas si c'est. Faut basculer, je crois. Voilà. Oui, c'est bon. Parce qu'en fait, je suis sur deux écrans, c'est peut-être pour ça que ça... Là, ça va? Ça marche? Oui, ça marche. Ok, Merci, Irène. Donc, tu as 15 minutes. ça marche. Et puis, il y aura 10 minutes pour des questions de clarification. Ok.
Merci beaucoup déjà de m'avoir proposé de présenter dans ce séminaire. Et en fait, bon, ce que je vais présenter là, c'est un peu la suite d'une discussion qu'on avait eue déjà il y a un petit moment avec Véronique Ancet à propos des enjeux justement de ce séminaire et un peu d'élargir cette approche du pastoralisme. Et donc, moi, j'ai essayé de me concentrer ici sur un peu mon itinéraire de recherche qui a fait que je me suis confronté au pastoralisme avec une connaissance initiale des systèmes oasiens qui a fait que j'ai découvert un certain nombre de choses qui m'ont semblé intéressantes. Et donc, j'ai intitulé cette présentation Itinéraire de recherche et nouvelles formes de gouvernance vers une nouvelle complémentarité des territoires. Donc, pourquoi ça ne change pas? Ah si. Donc, d'abord, au sein de Selmet, et donc depuis que j'ai rejoint le CIRAD, je suis concentré sur une approche territoriale de la gouvernance de l'élevage pastoral et de ses dynamiques. Et qu'est-ce que j'entends par une approche territoriale de la gouvernance de l'élevage? C'est finalement l'exploration des liens entre la durabilité et les recompositions des usages de l'espace, en essayant d'être capable de comprendre la diversité interne des territoires, les différentes formes d'appropriation de l'espace par l'élevage, avec des jeux d'échelle qui permettent de voir en fait aussi les jeux d'acteurs, les logiques de conflit, de domination, parfois de dépendance, mais aussi, et c'est ce que j'ai voulu un peu mettre en lumière ici, les questions de gouvernance des ressources pastorales. Il me semble qu'elles permettent d'aborder plus largement les interactions, les connexions entre les territoires, entre les systèmes de production et entre les communautés locales. Et donc, c'est cette logique d'articulation et de complémentarité qui m'intéresse, qu'on peut aborder sous différents angles. J'ai travaillé, par exemple, récemment sur les rôles de l'action collective, mais on peut aussi avoir une entrée sur l'alimentation animale et comment est-ce que l'enjeu d'alimentation dans des contextes où les parcours sont très dégradés crée de la complémentarité, en fait. Et donc, je travaille, disons, ces questions-là dans le sud tunisien, dans des terres de parcours qui sont les grands parcours collectifs sahariens. Donc, d'abord, ce qui m'a frappé, disons, quand j'ai préparé, disons, cette présentation, c'est que historiquement, les mobilités pastorales sont au cœur de connexions très denses, de longue échelle, de grande échelle, disons, transsaharienne, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, dans le réseau, bien sûr, du commerce caravanier, mais aussi donc de toutes ces grandes routes commerciales, et des mobilités plus locales à l'échelle nord-africaine, dans lesquelles les espaces oasiens et pastoraux sont étroitement imbriqués et ont finalement été, dont le développement est allé de pair pendant une grande partie de l'histoire moderne. Et cette grande connexion, elle a été en fait perdue dans le sens où, avec l'arrêt de ces grandes routes commerciales et la réduction des mobilités, au moins dans la partie nord-africaine, fait qu'on a des mondes qui sont relativement cloisonnés et qui, du point de vue des oasis et du point de vue des études sur ces espaces-là, s'ignorent, entre guillemets, et on a au contraire une sorte de surinvestissement, de l'antagonisme parfait que représentent les deux univers. L'univers oasien, qui est l'univers de la sédentarité, de l'irrigation, de la maîtrise de l'eau, d'une propriété privée ancienne avec des collectifs restreints, versus les grandes terres de parcours marquées par l'aridité, avec des mobilités, du nomadisme et des zones qui sont en propriété collective. Donc on a une sorte de surinvestissement de ce fameux, disons, binôme agriculture, pasteur-agriculteur. Et je dirais que c'est particulièrement accentué dans la zone saharienne nord-africaine, puisque les oasis sont toujours présentés comme des îlots au milieu du désert, sous-entendant que finalement, en dehors de ces îlots, il n'y a rien. Et d'ailleurs, les représentations cartographiques ont tendance à accentuer cette idée que finalement, en dehors des espaces irrigués, c'est le vide, disons, c'est le blanc des cartes, comme on dit. Et dans un certain nombre aussi de cartographies, on va des zones de parcours sont représentées avec des données qui
indique uniquement du sol nu, donc on a l'impression que finalement rien n'est présent. Et par exemple sur la carte de droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge. Oui. D'accord. Donc là, en fait, on a les grandes oasis du Neftzawa qui sont présentes ici, donc la région centrale des oasis. Ici, on a aussi une grande zone oasienne et toute cette zone-là sont des zones de parcours et de pastoralisme qui connectent en fait ces espaces-là, mais dans une représentation cartographique classique, en fait, on ne va pas du tout saisir ces logiques-là. Et en fait, je pense aussi que cette fragmentation et cette désarticulation, elle est liée aussi à la manière dont se sont structurées les études sur ces espaces-là, qui se sont concentrés sur des processus de modernisation, de spécialisation et d'intensification des espaces, qui ont aussi fragmenté les communautés de recherche. On aura d'un côté des Oasian Studies, disons, qui vont chercher à toujours plus, à rentrer toujours plus en profondeur dans les complexités internes de la gestion de l'eau, de l'héritage culturelle, de la valorisation sociale, et de l'autre des pastoral studies qui vont là aussi se concentrer sur les complexités internes, les formes d'organisation, donc où on va avant tout chercher à saisir la diversité interne, ce qui est logique, mais qui dans un sens crée des communautés de recherche qui restent assez désarticulées, disons, ou un peu isolées les unes des autres. Pourtant, et c'est ce qui m'a frappé dès que j'ai approfondi les enjeux, disons, des questions de gouvernance du pastoralisme, on a des questions qui sont profondément similaires, des enjeux qui apparaissent partagés avec des systèmes qui sont présentés sous le signe de la crise, des espaces qui sont parfois menacés carrément d'extinction. Les oasis ont, depuis le début du XXe siècle, l'intensification des ressources hydrauliques souterraines, on considère qu'elles ne peuvent pas tenir la fin du siècle. L'urbanisation, le changement des modes de vie doit faire disparaître cette agriculture très intensive en main-d'œuvre, etc. Et de la même manière, dans les zones de parcours qui ont connu des migrations très fortes, où on a des populations qui se sont massivement regroupées dans les villes avec des sécheresses accrues, le choix du développement national qui s'est aussi concentré sur les zones littorales, notamment dans le sud-est tunisien, où c'est le littoral qui a absorbé la majorité des investissements nationaux, le littoral ou l'arboriculture en irrigué. Donc on va plutôt choisir le développement de l'olivier en irrigué plutôt que ces terres de parcours qui apparaissent donc toujours plus fragmentées, diluées, en difficulté pour fonctionner dans la mesure où les ressources initiales sur lesquelles elles reposaient sont toujours menacées et les systèmes sociaux ont aussi perdu leur équilibre entre guillemets. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'on retrouve aussi deux hypothèses qui sont à la fois complémentaires et parfois un petit peu contradictoires. C'est l'idée que ces espaces sont en crise à la fois parce qu'il y aurait une forme d'inadaptation interne, c'est-à-dire on a des espaces qui sont des systèmes qui sont très particuliers et qui sont objectivement alternatifs aux formes de développement moderniste tel qu'il a eu lieu, en tout cas en Afrique du Nord. Et aussi l'idée que c'est les pressions extérieures qui font s'effondrer le système, disons, par la multiplication des pressions, de la concurrence sur les ressources. Pourtant, il faut aussi constater que ce sont des systèmes qui, malgré tout, ces discours un peu catastrophistes résistent sous différentes formes, continuent d'exister, et le sud de tunisien reste une grande région pastorale et les oasis tunisiennes restent des oasis relativement fonctionnelles, bien sûr en étant transformées. Et ce qui m'amène à ce deuxième point, c'est que dans ces deux systèmes, on va retrouver, et un peu ce que présentait Véronique en introduction, l'idée que ces systèmes permettent aussi la recherche d'un nouveau modèle de durabilité, d'un nouveau modèle d'organisation et de gestion des ressources, puisque on a des systèmes qui ont fait preuve historiquement de leur capacité à gérer des ressources très rares en contexte de pression très forte, à la fois économique, climatique, politique, je dirais presque.
Et donc, on a l'hypothèse du modèle agroécologique, c'est-à-dire on aurait une durabilité en soi de ces systèmes avec des caractéristiques diverses, l'emboîtement des cultures, par exemple, dans les systèmes oasiens, qui apparaît comme une forme d'agroforesterie de premier enfin, initial. Dans les systèmes pastoraux, on a aussi toute une série d'indicateurs avec cette capacité à tirer parti de la variabilité, des incertitudes, qui sont des signes, disons, ou des indicateurs qu'on peut identifier comme des formes de durabilité présentes. Et ça contribue aussi au développement de toute une série de mouvements pour reconnaître en fait la valeur de ces systèmes avec des logiques qui vont être plutôt sous un angle patrimonial dans les oasis, où ça va être la valorisation touristique qui va prendre le dessus, une valorisation touristique et patrimoniale. Et dans les systèmes pastoraux, l'idée que ces systèmes-là sont potentiellement des porteurs de solutions pour la souveraineté alimentaire, par exemple. Ça, c'est des documents d'association récents, hein, ça, c'est des documents de 2022 d'une association sur la souveraineté alimentaire en Tunisie, hein, qui a produit tout un rapport sur le pastoralisme qui souligne ce point-là. L'idée que voilà, les pasteurs peuvent nous aider à nous sauver du changement climatique. Donc, ce sont des questions partagées qui soulignent que finalement, ces espaces-là ne peuvent se réduire à une seule forme d'agriculture, d'élevage ou une seule image d'une crise chronique. Et ces espaces-là sont des espaces de pluralité qui font coexister des diverses formes sociales et spatiales de production qui permettent de penser des nouvelles connexions. Donc moi, c'est ça que j'essaie ici, pour prolonger un peu la réflexion, de montrer, c'est quelles sont ces nouvelles connexions territoriales qu'on peut aborder quand on voit les choses sous l'angle de cette gouvernance des ressources et gouvernance des espaces. Et par l'exemple de l'alimentation animale produite sur la base de la transformation des sous-produits oasiens, on a un exemple intéressant de manière dont on a une reconfiguration en fait du rapport entre les espaces qui s'opèrent. Donc l'autonomie productive locale pour l'alimentation animale est devenue un enjeu central dans ces dernières années en Tunisie, a fortiori dans le contexte de l'explosion des coûts des intrants avec les différentes disons, perturbations géopolitiques qu'il a pu avoir. Ça s'inscrit aussi dans la continuité d'une expansion continue des périmètres en palmiers dattiers dans les zones de parcours, c'est-à-dire dans les oasis du Nefzawa, là, les oasis centrales, on va avoir toujours plus de périmètres irrigués plantés pour des marchés à destination de l'exportation des dattes vers les marchés européens, américains. Et en fait, dans le même temps, on a une demande toujours plus forte de la part des éleveurs pour l'alimentation, puisque les parcours sont toujours plus secs, toujours plus dégradés. Donc on a un besoin qui apparaît important. Et en fait, ce qui est intéressant dans un sens, c'est que cette extension des périmètres en palmiers dattiers, elle produit aussi énormément de déchets, en termes de biomasse, de sous-produits, donc des dattes qui ne vont pas être exportées parce qu'elles ne sont pas calibrées, par exemple, ou les noyaux. Et en fait, un certain nombre de recherches ont permis de montrer que la transformation en fait, de ces produits, le broyage notamment, on a des petites unités de broyage et de transformation qui permettent de produire des petits aliments pour le bétail. Et donc, on a une nouvelle forme de connexion qui s'opère. Et finalement, ce nouveau marché de l'alimentation animale qui est émergent, hein, pour l'instant, ce n'est pas un marché d'ampleur, on n'a pas des opérateurs extrêmement puissants, mais ça peut augurer de reconfigurations plus larges. Ça peut indiquer aussi des nouvelles formes de valorisation des ressources dans ces régions de marge, avec des nouveaux liens entre des systèmes extensifs qui ont des grandes demandes en termes d'alimentation et l'agro-industrie qui a un problème entre guillemets de gestion et d'élimination de ces sous-produits pour l'industrie de la date notamment.
Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette demande alimentaire, elle peut contribuer à reconnecter des territoires pastoraux avec des zones oasiennes qui s'étaient un peu déconnectées, ou est-ce que dans un sens, ça va au contraire renforcer une forme de dépendance de systèmes extensifs, déjà marginaux, déjà sous pression, avec une agro-industrie qui reste dominante sur les marchés? Donc, c'est aussi l'occasion de penser à la manière dont on peut travailler ces interactions et ces complémentarités. Et là, simplement un exemple de ce que je peux faire au sein de l'ICARDA à Tunis, où on a essayé de travailler ces nouvelles complémentarités et la réactivation de solidarité territoriale au travers du concept de Pastoral Living Landscape, qu'on appellera désormais Multifunctional Landscape, puisque c'est le nom des nouveaux méga-programmes qui vont démarrer cette année au sein des CG. Mais c'est un peu l'idée de prendre les zones pastorales, les zones oasiennes, et autour de cette question de l'alimentation notamment, de créer des réseaux d'acteurs, de partenaires. Donc il y a 3 associations pastorales qui sont inscrites dans ce réseau de recherche à action multidisciplinaires et qui permettent de faciliter en fait les recherches au niveau à la fois à l'échelle territoriale entre plusieurs gouvernorats et à des échelles plus fines jusqu'à l'alimentation, enfin avec des recherches beaucoup plus disons techniques. Et donc pour conclure, hein, parce que je ne vais pas être très longue, pour moi, ce qui est frappant, disons, dans les systèmes pastoraux, c'est ces systèmes de fluidité territoriale qu'il est difficile de cerner si on l'aborde à des échelles, enfin, à des échelles trop fines, et qu'il faut essayer de voir à la fois dans les complexités internes et dans le rapport au système extérieur, donc le type de connexion, par exemple, le fait, la déconnexion des systèmes pastoraux avec d'autres types de régions est en fait assez comment dire, limité. On a quand même déjà des connexions qui existent, mais souvent qui passent en dessous des radars parce qu'on ne les regarde pas, ou ce n'est pas les types d'acteurs qu'on va interroger spontanément, parce qu'on ne va pas intégrer les petites entreprises, parce qu'on ne va pas intégrer des acteurs qui sont un peu éloignés spatialement, mais qui potentiellement auront un lien. Donc, c'est cette logique d'interaction, de dépendance et de connexion qui me semble importante à cerner en voyant cette connectivité des systèmes qui montre aussi que les diversités internes sont toujours difficiles à rendre et articuler. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Irène. J'espère que vous n'avez pas de problème à accéder au mural. Il faut demander l'accès et après, voilà, j'ai répondu, j'ai approuvé l'accès de ceux qui ont déjà demandé. Mais il faut peut-être chercher le mail dans votre boîte. Voilà, Irène, merci encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rebondir ou qui a des questions à propos de la présentation d'Irène? Les gens sont trop occupés à naviguer sur le mural. On C'est s'amuse. ça. Ça demande du multitasking qui est difficile à faire en fait. Véronique, est-ce Moi, que j'avais tu peut-être une veux question. donner aussi? Voilà. Tu as évoqué là l'autre terrain hein, sur lequel tu travailles sur ces questions au Sénégal. Irène, départage ton écran. Oui, attends. Pardon. Voilà. Oui, c'est juste une question pour savoir quand tu pourras éventuellement revenir ou présenter, parce qu'il y a une dimension comparative que tu évoques, non seulement dans la connexion entre les espaces et entre les systèmes, et puis il y a aussi la dimension fondamentalement ou potentiellement agroécologique, qui sont aussi l'objet de discussion. Est-ce que le pastoral, à quelles conditions on peut parler vraiment de réalisation du potentiel agroécologique? C'est peut-être pas les mêmes
entre le sud tunisien et le Sénégal. Il y a certainement d'autres variables de la comparaison que vous avez mises en œuvre sur vos terrains, enfin je suppose, et ça serait intéressant d'avoir alors en changeant la focale un retour sur ce que tu nous as dit plus tard, enfin, mais en intégrant les résultats comparés, diversifiés ou synthétisés, porteurs, sur ces deux terrains-là. Enfin, c'est pas une demande d'engagement, mais c'est voilà, une manifestation d'intérêt pour poursuivre, à tirer les fils de ce que tu nous as dit aujourd'hui et voir justement ce que ça donne en comparant ou en opposant. C'est le Sénégal, l'autre terrain, non? C'est ça, c'est sur deux terrains. Ouais, alors la comparaison sur le Sénégal, c'était dans le cadre d'un article qu'on a travaillé sur la question de l'action collective. Donc, Oui. c'était pas avec exactement les mêmes, disons, les mêmes objectifs, mais du coup, on s'était concentré avant tout, là, pour le coup, sur la caractérisation des formes de l'action collective et les enjeux en termes de modalités d'accompagnement de la recherche, disons, dans ces pastoral living labs et la comparaison, disons, de l'expérience au Ferlo et de l'expérience en Tunisie, sans rentrer, on n'a pas vraiment pour l'instant eu l'occasion de faire une comparaison terme à terme, c'était plutôt Okay. enfin, voilà, mettre en regard des expériences passées, quoi, disons, de comment est-ce que les choses sont organisées, enfin, avec où il y a eu une expérience de recherche longue au Ferlo ou dans le sud tunisien, et qu'est-ce que ça dit quand on compare ces espaces qui, là encore, j'aurais pu faire le même exposé, disons, entre Sénégal et Tunisie, il y a des enjeux partagés très évidents, alors qu'on est dans des systèmes qui aussi ont des différences, enfin, une structure socio-institutionnelle assez différente, etc. Et sur l'agroécologie, bon, c'est à quels critères bon, moi, c'est-à-dire, ce débat-là, pour moi, il renvoie à une volonté d'essayer de donner de la valeur à des systèmes qui n'ont pas une valeur qui est caractérisée de manière efficace dans les modes actuels de caractérisation. Donc, ça passe aujourd'hui par disons, par la mise en valeur d'un caractère agroécologique, parce qu'il y a une sorte de consensus sur le fait que si on peut démontrer un caractère agroécologique, on peut démontrer une utilité sociale, environnementale de ces systèmes. Mais que, disons, c'est toujours un peu, ça renvoie aussi un peu à un idéal sur des systèmes qui seraient, enfin, je pense qu'il y a aussi un volet d'idéalisation qui est toujours un peu délicat, parce que on a l'impression que c'est des systèmes qui ont connu un âge d'or et qui maintenant sont un peu perdus. Donc, qu'est-ce qu'il faut sauver dans ces systèmes-là et à quel prix, quoi? Ouais. D'accord. Je vois qu'il y a Bernard Bonnet qui a levé sa main. Bernard. Oui, merci. Merci Irène de la présentation et merci à vous d'avoir organisé cet échange. On travaille un peu sur le sud tunisien et puis également sur le sud marocain et puis beaucoup au sud du Sahara. Et je trouve que bon, la présentation qui est faite là est vraiment intéressante et cette dimension impression d'une crise chronique et permanente alors qu'on a des sociétés qui ont de longue date réussi à s'adapter, finalement à être résilientes, ça c'est quand même un élément important. Euh, Après, ce que je trouve peut-être à questionner aussi plus largement, mais dans si peu de temps, c'est difficile, c'est finalement la faible prise en compte des sociétés pastorales dans les politiques publiques. Et ça aussi, quelque part, c'est quelque chose qui est transversal un peu à tous nos terrains et qu'on retrouve même ici en France. Voilà, et ça, je trouve que dans le cas de la Tunisie, c'est quand même un élément très fort avec des conseils de gestion qui devaient gérer ces parcours collectifs et qui finalement ont été fortement appauvris, sont en voie de disparition ou sont vraiment très peu fonctionnels. Et puis en même temps, des travaux importants sur la question du foncier des parcours collectifs qui ont été portés notamment par les acteurs du sud tunisien, par la recherche aussi, notamment l'IRCARDA. Et puis voir que finalement on est bloqué, on est coincé au niveau politique parce qu'il n'y a pas de prise en compte, de reconnaissance de ces dimensions-là. Donc cette dimension du rapport entre les sociétés pastorales et les politiques publiques, ça me semble être un élément important à souligner dans le cas de la Tunisie. Et peut-être du coup la comparaison avec le Maroc est intéressante parce qu'au Maroc, il y a eu la reconnaissance des sociétés, des tribus a perduré, elle est encore aujourd'hui.
Et c'est des facteurs peut-être qui expliquent des évolutions, de meilleure prise en compte de ces enjeux pastoraux, même si dans le cadre de la loi pastorale 113-13, l'enjeu c'était d'essayer de réguler la transhumance, les transhumances exceptionnelles qui se mettent en place avec le changement climatique, parce qu'on peut avoir des pluies, bon, comme on l'a eu cette année d'ailleurs, exceptionnelles dans des zones, et ça traverse toutes les alliances historiques qu'il y a entre des éleveurs très mobiles et puis des sociétés locales plus sédentaires. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Peut-être juste là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il y a le rapport aux politiques publiques, il est central. Et je pense que là, bon, je n'ai pas vraiment parlé de ça parce que voilà, on ne peut pas tout dire rapidement, mais je pense qu'il y a un rapport de force dans lequel ces systèmes sont toujours perdants, entre guillemets, qui font que aussi il y a une difficulté à voilà, avancer sur le foncier collectif parce que ça demande de remettre en compte, enfin de remettre sur la table un certain nombre de choses. Enfin, en Tunisie, le foncier collectif, c'est un grand problème parce que voilà, la société des tribus, elle a été aplatie dans le cadre du modernisme tunisien qui devait asseoir l'indépendance nationale, le modèle, enfin l'unité de l'État. Donc il y a toujours l'idée que si on donne du pouvoir à ces collectifs, si on donne du pouvoir à ces sociétés, on va affaiblir l'État central, on va affaiblir l'unité potentiellement des institutions. Et je pense que notamment pour les questions du foncier, c'est quelque chose d'important. Et je pense aussi que pourquoi est-ce qu'ils sont toujours perdants, on va dire, dans ce rapport de force, c'est que ça renvoie à des modèles de production qui ne sont pas valorisés. Ce n'est pas des productions intensives qui vont être directement dans les marchés d'export, ou du moins pas directement. Ce n'est pas de la valorisation de court terme avec beaucoup de devises pour l'État. Donc pour des États comme la Tunisie, bon, même le Maroc, où il y a un besoin quand même de cash, quoi, c'est difficile en fait de miser sur ces systèmes-là en ayant une vision très, très large. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut évidemment approfondir. Et l'exemple marocain, je trouvais intéressant parce qu'ils ont fait une loi qui est quand même très aboutie par rapport à l'ensemble du Maghreb, la loi 113-13, mais on voit malgré tout que ça ne fait pas disparaître non plus tous les problèmes. Et je pense que c'est aussi intéressant parce que parfois en Tunisie, il y a un peu l'idée que c'est le vide juridique qui pose tous les problèmes, c'est-à-dire il n'y a pas de loi, donc c'est ça le problème. Mais en fait, le fait qu'il y ait une loi, ça ne règle pas non plus toutes les questions parce qu'il y a des rapports de force qui sont sous-jacents et qu'il y a aussi des échelons institutionnels et des rapports de force économiques qui font que, voilà, dans tous les cas, on aura quelques problèmes. Mais effectivement, c'est à approfondir. Oui, je partage parfaitement ton avis. La non-monétarisation de beaucoup de produits que le pastoralisme offre, ça mène à la non-reconnaissance de son importance et donc c'est toujours les perdants, comme tu dis, au sein des politiques publiques parce que l'utilité est moins tangible, voilà, moins monétarisée. Et moins immédiate en plus, je crois que quand tu fais un périmètre d'arboriculture irriguée sur les terres de parcours, l'exportation, elle peut être dans les 5 ans qui viennent et directement, tu peux envisager des revenus, tu peux envisager de fixer des populations, d'avoir, il y a tout, ça apparaît quelque chose de concret. Et si tu dis non, il faut maintenir les parcours parce que c'est important, mais oui, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est plus dur pour pour des politiques, je pense. C'est vrai. Voilà, je pense qu'on peut passer au deuxième intervenant. Véro, tu m'autorises? Ok, donc David, tu es là, tu peux unmuter Yes. ton micro et si tu veux partager ton écran. écran. Yes. Tac. Voilà. Alors, 15 minutes à nouveau et Oui. pour qu'on ait 10 minutes pour des questions et commentaires. Est-ce que vous voyez un diaporama? Oui. Ouais, cool. Oui, très bien. Oui, bon, on a utilisé la première personne du singulier pour présenter, mais je commence tout de suite en disant que tout ce que je vais vous présenter là, c'est beaucoup des travaux collectifs, notamment du collectif ASAP, avec des collègues du CIRDES, et c'est plutôt, Irène était dans les projets, etc. Ici, on est plutôt sur une fin de tous les projets DESIRA et de beaucoup de doctorats qui ont eu lieu, donc je vais m'appuyer beaucoup sur ces travaux-là.
avec cette photo un peu rigolote à Mayotte parce qu'on avait mis une bonne vingtaine de minutes à attraper ce zébu. Donc la mobilité animale, ça fait courir quand on fait de la zootechnie. Vous voyez que l'enfant était ravi de narguer ce zébu cette fois-ci, coincé dans sa cage, dans le respect du bien-être animal, rassurez-vous. Donc, je vous emmène tout de suite au Burkina pour vous parler du modèle Ambawa. Donc, il y a un modèle de flux de biomasse en zone soudanienne. Donc, je vais vous parler d'agronomie et le plus souvent avec plutôt une approche de modélisation. Donc, il y aura un peu moins de cartes qu'avec Irène, peut-être un peu plus de schémas. Donc, l'entrée ici, c'était la veine pâture. La veine pâture, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop ces régions, c'est tout simple. Une fois qu'on a fini de récolter les cultures de céréales, ça peut être du sorgho, ça peut être du maïs, ça peut être du mil, comment dire, une règle, disons, tacite veut que les résidus soient à l'usage collectif et que ces résidus sont effectivement une ressource capitale pour les éleveurs qui ne disposent pas de terre et qui donc dépendent de ces fourrages-là. C'est un compromis qui est très classique en agronomie systémique. Ceux qui connaissent un peu les doctorats de Krishnanodin, les travaux de Wageningen ont toujours étudié ce compromis entre est-ce que je laisse mes résidus de culture au sol, ce qui fait évidemment un retour de matière organique au sol, un apport notamment de carbone, ou est-ce que je le donne à des animaux qui vont eux-mêmes en retour pouvoir me fournir du fumier, de l'azote, etc. Évidemment, on voudrait faire un peu des deux, mais les réponses sont souvent locally relevant, comme on dit, contexte spécifique. Donc, une fois qu'on a compris que ces résidus de culture sont une ressource un peu collective, on se rend compte qu'il faut sortir un peu de l'échelle de la ferme et aller à l'échelle du territoire. Et donc, sur les résultats de la thèse de Tidiane Diarisso, il a été construit un modèle sous Cormas d'un paysage un peu stylisé, comme vous voyez là. Donc, vous avez le village au milieu et autour, vous avez les zones cultivées donc en bleu ciel, les terres de pâture commune en bleu un peu plus gris. Je ne sais pas si vous voyez bouger ma souris en haut à gauche. Ouais. Et des zones protégées. Et des points d'eau. Alors ça, quand on fait de la modélisation, on prévoit toujours beaucoup de choses et puis on en fait moins. Les points d'eau et les zones protégées, on ne les a pas touchés dans Ambawa. Mais vous verrez dans la fin de la présentation que les zones protégées sont effectivement assez importantes dans cette région. Et donc, on avait fait une typologie, donc une typologie avec 4 types. Des pastoralistes, des agro-pastoralistes. Alors, pardon, hein, on fait des cases quand on fait des typologies en agronomie, mais vous verrez, j'y viendrai à la fin, ces cases se cassent. Et 2 types d'agriculteurs, des agriculteurs de subsistance et des agriculteurs marché orientés, pardon, ça vient de l'anglais market oriented, c'est moins joli en français. Et donc, chacun de ces types a des propriétés à différentes échelles. Donc, l'échelle parcelle, en fonction des parcelles, il va utiliser plus ou moins de fertilisants minéraux, plus ou moins de fumier, plus ou moins de récolter, plus ou moins de résidus, en fonction de sa capacité de travail à ramasser des résidus. Ramasser des résidus, c'est beaucoup de travail. Des propriétés aux échelles de la ferme, de l'exploitation. Là, ça va être essentiellement, est-ce que j'alloue ou pas les animaux sur les jachères? Est-ce que j'utilise les terres communes ou pas? Est-ce que je quitte le village? J'autorise des gens à rentrer. Et des propriétés aux échelles du paysage, village scale, oui, à l'échelle du village. Donc là, j'en parlerai pas trop aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué, mais c'était l'idée que les paysans peuvent interagir entre eux, notamment pour se prêter des animaux. Ce qu'on observe sur le terrain, des paysans qui n'ont pas la capacité d'envoyer leurs vaches loin vont les donner à des éleveurs qui, eux, vont les prendre loin. Un des échanges dont parlait Serena, qui n'est pas toujours monétarisé, parce que souvent, on va plutôt négocier un veau, par exemple. On prête nos animaux à quelqu'un qui va pouvoir récupérer un veau. Donc voilà, un exemple, par exemple, d'échange non monétaire. Et donc tout ça, ça bouge. Donc l'idée de la modélisation, c'est un peu de se demander qu'est-ce qui se passe quand on va essayer d'appliquer, par exemple, le paillis. Donc la modélisation, ça sert à tester des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Donc on a dit, admettons les résidus, on n'a plus le droit d'y toucher. La veine pâture, c'est fini. On fait du mulch, soit en mettant du grillage, soit en créant une loi qui interdit l'accès. Qu'est-ce qui va se passer si ces résidus restent sur la parcelle? Donc, c'est un peu ce que vous voyez ici. Si tous les résidus restent sur la parcelle, naturellement, les résidus ne sont plus disponibles pour les animaux. Par contre, ça va avoir un effet sur le rendement. La littérature est assez claire là-dessus. Le paillis, c'est un retour de biomasse au sol. Ça a plutôt un effet positif sur le rendement. En revanche, il n'y a plus de résidus. Ce qui veut dire que ça n'est plus disponible pour les animaux qui pâturent. Et ces animaux qui venaient pâturer avaient un effet positif sur le rendement parce que leur déjection fertilisait le sol. Vous voyez le modèle qui bouge en haut à gauche.
Donc, à droite, la récolte a eu lieu. En haut à droite, dans le carré, vous voyez les résidus de culture qui sont en train d'être mangés, un peu au fur et à mesure de la veine pâture. Et à gauche, en haut à gauche, vous voyez qu'à mesure que les animaux viennent manger ces résidus, bah, ils déposent du fumier. Plus la carte devient rouge en haut à gauche, plus du fumier y est déposé. En bas à droite, vous voyez que les résidus sont en train de disparaître. Donc, quand on connaît bien ces régions, on voit que les résidus, ça va très vite. Hein. Sur le terrain, ils disparaissent très vite. Et au milieu, en bas, vous voyez que le nombre d'animaux, pardon, c'est très petit, diminue. Parce que quand il n'y a plus à manger, les troupeaux doivent quitter le territoire pour aller donc plus loin. C'est la mobilité animale dont parlait Véronique. Et évidemment, nous, on observe les rendements. En bon agronome, on veut aussi savoir quels étaient les rendements, en l'occurrence ici du maïs. Donc voilà, ce que je viens de vous dire ici, ça nous permet un peu de voir dans l'espace et dans le temps. C'est des notions qui sont fortes, je crois, dans le pastoralisme et l'agropastoralisme. C'est vraiment de voir bouger les flux dans l'espace et dans le temps, les animaux, mais aussi la fertilité. Donc là, vous voyez que on a sur les graphiques, vous allez de 0 à 100% de terres donc protégées, où on protège les résidus de culture. Donc là, vous voyez que plus on va mettre des terres en protection, on protège les résidus, plus on va perdre des rendements, on va à droite, parce qu'en haut à gauche, on voit que les animaux quittent le territoire. Il n'y a plus à manger. Et donc, c'est un peu ce que je vous mets dans les bullet points en bas à droite, c'est que donc on a un vrai compromis entre cette idée qu'on a quand même mis en place une pratique qui est bonne à l'échelle de la parcelle, c'est documenté pour être bon, mais on se rend compte qu'en fait, in fine, comme ça va faire partir les animaux, et que ces animaux étaient eux-mêmes une source de fertilité via leur déjection, in fine, on y perd. Donc, c'est un peu le paradoxe d'une pratique qui est bonne à l'échelle, qui est entre guillemets agroécologique quand on regarde une échelle, mais qui ne l'est plus quand on en regarde une autre. Donc, c'est assez intéressant. On parle souvent de compromis entre différentes pratiques, par exemple nourrir mes vaches avec mes résidus ou les laisser au sol, mais on parle un peu moins de compromis entre échelles, où des pratiques peuvent être bonnes à une échelle et moins à une autre. Donc ça, c'était les résultats de ce modèle en Bawa. Ensuite, je vais vous présenter les travaux de la thèse de Gildas Assogba. Donc, Gildas, c'était dans le cadre d'un projet avec la fondation Magnite qui s'appelait Feed the Soil to Feed the Cow to Feed the People. Donc, je nourris le sol pour nourrir mes vaches, pour nourrir les gens. Alors, une réflexion philosophico-épistémologique voulait qu'on l'ait pris dans ce sens, mais on peut aussi se dire il faut que je nourrisse mieux mes vaches pour qu'elles puissent nourrir mon sol, pour qu'on puisse nourrir les hommes. Oula, pardon pour la faute d'orthographe. À hommes, je vois ça maintenant. Donc, ce qu'a fait Gildas dans une thèse qui est en agronomie, c'est d'abord d'aller voir les bilans azotés, les bilans de nutriments, donc aux échelles parcelles. Donc là, ces graphiques, ils sont assez simples. Vous avez d'un côté les outputs d'azote, d'un côté les inputs d'azote. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes en haut à gauche des graphiques, vous avez plein d'azote qui sort et pas qui rentre. Donc, vous êtes en train de miner votre sol, un peu une agriculture minière. Si vous êtes en bas à droite, vous avez plein d'apports d'azote et vous n'avez pas d'azote qui sort. Pour stigmatiser, on est un peu en Bretagne, on a énormément d'excédents azotés. Vous voyez bien qu'on est loin d'être dans ce cas, dans ces régions. Alors, la thèse de Gildas, elle est un peu plus au nord. Elle est sur la région, on va dire, oui, nord Ouagadougou. Et donc, on voit bien qu'on a un problème de rendement et de sol de moins en moins fertile. Ce qu'a fait Gildas aussi, c'est un travail de terrain de fourmi. Il est allé dans ces régions tous les 10 jours, voir tout ce qui était donné aux vaches à manger, à la brouette ou demi-brouette près. C'était des données qu'on n'avait pas vraiment. Et donc, vous voyez ici, la ligne rouge, ça vous montre ce dont ont besoin les animaux. Et là, les petites barres de couleur vous montrent ce qui leur a été vraiment donné. En fonction de la couleur, c'est des résidus de différentes cultures. Il y a des résidus de sorgho, il y a des résidus de mil, il y a des résidus de niébé, et il y a aussi du concentré. Donc, en gros, à chaque fois que les petites barres de couleur n'atteignent pas la barre rouge, ça veut dire que la vache n'a pas mangé ce qu'elle devait manger. Alors, il y a différentes manières de voir ça. Il y a une manière de se dire elle est morte, mais a priori, elle n'est pas morte parce qu'on voit qu'elle continue à vivre. Il y a une autre manière de le voir, c'est de se dire qu'elle allait manger ailleurs. Et c'est là qu'on voit que la mobilité animale va servir à compenser ce que peut vraiment donner comme résidu et ce dont a besoin la vache. Alors, je sais qu'il y a des collègues Selmètre connectés qui vont me dire non, David. Il y a aussi le fait que la vache va perdre du poids. Et ça, c'est très vrai. Et ça, par contre, on ne l'a pas pris en compte. Mais il faut bien se rendre compte aussi que la vache va être capable de perdre du poids. Et ça, pour revenir encore à ce que dit Serena, moi, je trouve que c'est une capacité qui n'est pas monétarisée. Mais être capable de perdre du poids comme ça, c'est finalement une force de résilience pour passer cette saison sèche. Donc, tout ça pour dire que dans ces systèmes-là, où nous, en tant qu'agronomes, on était à l'échelle ferme et on essayait de se demander comment on va pouvoir boucler nos cycles de nutriments, on les boucle en sortant. On les boucle en sortant de la ferme, en fait. Donc, on voit que à la fois, en voyant ma souris ici,
quand la zone de semis arrive, les animaux quittent le territoire, parce qu'évidemment, sinon, ils vont aller manger les jeunes semis de culture. Mais aussi, pour remplir ce gap que vous voyez ici, il va falloir aller dans de la transhumance plus quotidienne, moins loin du village, mais il va falloir aller chercher ces ressources-là. Donc, on voit que la mobilité animale, elle est capitale pour boucler les besoins et du sol et des vaches, finalement, à cette échelle-là. Alors, j'en suis déjà 11 minutes, ça va beaucoup trop vite. Gildas a fait un modèle SMA pour essayer de montrer comment l'ajout de légumineuses pouvait essayer d'améliorer la situation. Donc, vous le savez, les légumineuses améliorent l'azote dans le sol via la fixation azotée par une symbiose avec des bactéries. Sauf que les légumineuses, si on en met, on enlève du sorgho parce qu'on est dans des espaces très contraints en termes de terre. Et qu'en enlevant le sorgho, vous enlevez donc les résidus de culture que fourniront ce sorgho. Et donc, in fine, encore une fois, une ressource capitale pour les élevages mobiles. Vous lui enlevez cette ressource. Et en plus, sans fertilisation minérale, on se rend compte que ça n'a pas un vrai impact sur le revenu. Donc, ici, je vous ai mis cette petite animation qui vient de la conférence Intensification durable, où on avait présenté ces résultats, pour dire qu'on parlait tout à l'heure de pratiques agroécologiques. Ça n'existe pas une pratique agroécologique, parce que l'agroécologie, c'est 13 piliers, et vous n'aurez jamais les 13 piliers au max. Et un territoire agroécologique, ça n'existe pas non plus, parce que vous n'aurez jamais les 13 piliers au max. C'est une forme de conceptualisation académique qui permet de se dire il faudrait que tout soit bien. Mais nous, dans l'agronomie systémique, c'est une forme d'obsession qu'on a de se dire si on touche un curseur, on doit en faire baisser un ou ça. Ou alors, on est dans un milieu non contraint et on peut tous les augmenter. Voilà pour le travail de Gildas. Je passe au travail de Rasmata Zungrana, sous le contrôle des collègues du CIRDES connecté. Rasmata avait fait le choix dans son doctorat d'avoir une approche à l'échelle de la ferme et de se dire, dans cette ferme, quels sont les coproduits qu'on ne valorise pas? Il y a deux types de coproduits, les résidus de culture dont je vous parle depuis tout à l'heure et les déjections animales. Donc, pour faire ça, il a développé un outil qu'on appelle Coproscope et qui lui permettait de faire, en première partie, c'est la première flèche en bas à gauche, un bilan avec le producteur, de dire, voyons, qu'est-ce que tu as valorisé de toutes les déjections que tu as eues dans l'année, qu'est-ce que tu as valorisé de tous les coproduits végétaux que tu as eus, et en fonction de ça, et peut-être de ce que tu n'as pas réussi à valoriser, on essaie de co-construire ensemble des idées pour mieux valoriser l'année prochaine. Donc, les résultats sont assez frappants. Ils montrent qu'il y a 77% des résidus de culture qui ne sont pas valorisés par la ferme. Alors, attention, ils ne sont pas valorisés par la ferme, ils sont bien valorisés par certainement, justement, des éleveurs qui passent sur ces terres en vaine pâture. Pareil pour les déjections animales. Comme l'éleveur lui-même doit envoyer ses vaches à l'extérieur de la ferme pour paître, il perd les déjections animales, naturellement, qui seront laissées sur ces terres-là. Donc, dans la thèse de Rasmata, ça a été un peu un débat qu'on a eu, c'est de se dire, est-ce qu'on appelle ça des pertes? Parce que finalement, elles servent au territoire, ailleurs. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Il y a une posture légitime à l'échelle de l'exploitation et du conseil agricole de dire, je vais t'aider à optimiser ces ressources. Mais nous, à l'échelle du territoire, on sait bien que s'il garde tout pour lui, peut-être que le territoire, il perdra in fine. Alors, je vous passe le détail sur les différents piliers de l'agroécologie qui bougent en fonction de tout ça. Mais encore une fois, cette idée que l'échelle ferme ne suffit pas à comprendre les flux. Et donc, je finis avec les recherches qui ont eu lieu dans le projet Désirac Cassex, où donc, une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas se tenir à cette échelle de la ferme pour comprendre les flux de nutriments, on a essayé d'élargir notre vision en se disant, entre les cultivateurs et les éleveurs, il y a des institutions, il y a des acteurs, et il s'avère qu'à Cumbia, la forêt du Mou est aussi là. Et on s'est dit, on va essayer d'étudier simplement ces flux-là. Larissa Sondé est passée par là et nous a montré que c'était ça, en vrai, les enjeux autour de la forêt, des cultivateurs et des éleveurs. Ils sont complexes et ils montrent qu'il y a des conflits entre différents acteurs autour de différentes ressources. Et donc, en tant qu'agronome à l'échelle des systèmes d'élevage et de culture, on est obligé d'aller se poser des questions sur ces conflits-là, sur ces enjeux aux autres échelles, pour finalement améliorer notre fertilité dans notre petit carré de sol. Donc ça, c'était le stage de Larissa sur le diagnostic. Et c'est là que je reviens sur les espaces protégés qu'on a oublié de prendre en compte dans Mbawa, au tout début, pour ceux qui suivent encore. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il n'y a plus de résidus qu'on peut pâturer, et quand il y a trop de pression sur les espaces de pâture, ben on va se réfugier dans les espaces protégés. Vous voyez ici le petit graphe en camembert qui montre que quasiment la moitié des producteurs sont obligés d'aller pâturer frauduleusement dans des espaces protégés, des forêts ou des zones qu'on protège pour leur biodiversité. Et par chance, alors je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais quand on est allé faire du terrain, une des dernières fois où on pouvait le faire dans la région, enfin en tout cas moi, on est tombé sur un élevage qui était en train de pâturer illégalement avec un ingénieur forestier qui a donc
Il nous a montré qu'est-ce qu'il faisait. Donc, il capture le troupeau. On a effectivement vu les gens partir en courant et il va imposer une amende, etc. Donc, tout ça pour dire que, alors, il y a effectivement l'année du pastoralisme, mais en ce moment, il y a aussi beaucoup d'importance autour de la biodiversité et notamment protéger cette biodiversité dans les forêts. Et on voit que, à la fin, c'est le dernier domino qui tombe, en fait, les espaces protégés, quand il n'y a plus à manger. Voilà, j'ai déjà trop dépassé. Donc, simplement pour vous dire qu'en ce moment, il y a différentes dynamiques en cours sur ces sujets-là, donc sur ces contraintes autour de la biomasse, sur ces questions autour des flux de nutriments. Gildas Asogba est sur le point de publier son dernier article de thèse autour du modèle Queen, qui est donc un jeu sérieux et un modèle multi-agent. Anita Doussoui au Bénin est en train de développer un jeu sérieux, je suis avec elle tout à l'heure, à 16 heures, autour de ces questions au Bénin, un jeu qui s'appelle Ghana, qui dans sa langue parle donc de sol et de foncier. Et Hermeline est en train de mener un autre travail sur le projet Santé et Territoire au Bénin, sur cette fois-ci les parcs rotatifs. Donc comment est-ce qu'en essayant de créer des parcs où des vaches vont venir paître et mettre des déjections, on va pouvoir entretenir la fertilité en bougeant ces parcs et en trouvant les bonnes modalités pour ces parcs rotatifs. Et donc voilà la dernière slide pour conclure. Cette idée que donc pastoralisme, agro-pastoralisme, cultivateur, éleveur, c'est des cases qui en fait ont explosé. Elles sont toutes finalement très poreuses et on se rend compte que au final, oui, il y a beaucoup de fluidité. Irène, j'ai eu le temps de te piquer ton terme que j'ai trouvé super, fluidité territoriale, mais je l'ai un peu modifié pour parler de fluidité disciplinaire parce que au final, ce regard-là, c'est le regard de plein de champs disciplinaires différents, des zootechniciens, des sociologues, notamment regroupés au CIRDES, et qu'il faut cultiver par de l'interdisciplinarité, parce que je trouve que c'est dur de capturer tous ces flux de nutriments si on reste coincé dans l'échelle ferme. Voilà, je crois que j'ai fini. Et bien sûr, je rends hommage à ceux qui ont le plus travaillé, c'est-à-dire la plupart des doctorants dont j'ai présenté les travaux. Merci David. Très intéressant et très dynamique. Donc, on a 10 minutes de commentaires et questions. Ivana vient de lever la main. Ivana Mardezic de l'IFAO Pastoralist Knowledge Hub. Vas-y. Bonjour, déjà Serena, Véronique et tout le monde, ça fait plaisir de vous voir, et Irène aussi, que j'avais rencontré il y a quelques mois. Et merci pour l'organisation du webinaire, c'est toujours super intéressant d'avoir des petits concentrés d'informations comme ça, de travaux qui ont pris des mois, voire des années, donc c'est super. Moi, j'avais une question par rapport, je pense que c'était la première ou la deuxième présentation de Monsieur Barr par rapport au fait que, si je comprends bien, le fait d'évincer les animaux des champs serait bénéfique à l'échelle de la parcelle, mais pas au niveau du territoire, parce que les animaux partent. Mais par rapport à la parcelle, je me demandais aussi, est-ce que, enfin, j'ai pas, disons que j'avais compris aussi qu'il y a un bénéfice du fait du piétinement des animaux qui aide aussi à, malgré le fait qu'ils enlèvent de la biomasse via les résidus de culture, mais par le piétinement, ils aident aussi à ce que le sol intègre au mieux justement ces résidus. Donc je me demandais voilà comment est-ce que vous avez pris ça en compte donc voilà juste pour être sûr que j'avais bien compris qu'à l'échelle de la parcelle c'est quand même plus bénéfique d'avoir de laisser les résidus de culture et non de les laisser aux animaux. Voilà, c'était juste une question de clarification et euh, et aussi dire que oui, effectivement, par rapport au fait que les 60... Et aussi comment, ce que vous avez dit sur un autre travail, par rapport aux déjections animales qui ne seraient pas valorisées, les 60% qui ne seraient pas valorisés au niveau de la ferme, est-ce que vous avez des pistes justement pour, comment dire, pour justement évaluer la valorisation, enfin la valeur en fait de ces déjections dans le système, disons, régénératif des parcours qui lui-même enfin, revient en fait aux animaux. Donc si finalement, est-ce qu'il faudrait pas regarder, comme vous disiez, à l'échelle du territoire, mais comment aussi faire, comment dire, trouver cette balance entre à quel point les déjections animales sont profitables et à quel niveau, à quel moment elles deviennent des éléments qu'on considère comme être polluantes, etc. Enfin, il y a aussi une question de seuil, j'imagine. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez exploré un peu cette question. Et, euh,
Et voilà, après, juste une dernière chose sur ce que vous avez dit sur le fait que les espaces protégés sont les derniers dominos qui tombent par rapport à la biodiversité. J'ai juste une question, est-ce que ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de collaboration possible entre espaces protégés et pastoralisme? Voilà, ça fait beaucoup de questions, désolée, mais il y avait beaucoup d'éléments aussi. Merci en tout cas. David, je te propose, il y a deux autres questions. Je te propose qu'on prenne les trois Oui. pour que tu répondes ensuite. Alors, j'avais vu Julien, mais il a disparu. Donc maintenant, Bassiriki Ouattara. Merci bien à vous pour l'organisation de ce webinaire. Je suis Ouattara Bassiriki, je suis assistant terrain, spécialiste en élevage au compte du bureau terrain de la FAO au Burkina. Par ailleurs, je suis doctorant au niveau de l'Université de Bobo. Je travaille sur une thématique sur le pastoralisme. Donc, ce webinaire, à mon niveau, est tellement intéressant. J'avais une question et un commentaire. La première question, c'était par rapport à la dernière présentation. J'ai vu que on a essayé de montrer en tout cas quelles sont les interactions entre la production agricole, la production animale et bien d'autres actions au niveau territorial et au niveau parcelle. Est-ce que, mais j'ai pas vu ressortir, c'est vrai qu'on a donné un peu le rôle des déjections qui sont sous-exploitées, qui sont sous-exploitées à 60%, je pense. Est-ce que vous avez essayé de voir quelle pourrait être la dissémination des espèces végétales à travers à travers cette direction-là sur les parcours ou bien au niveau des parcelles de production agricole? Est-ce que vous avez vraiment essayé de faire une analyse dans ce sens-là? Merci. Et le deuxième point, c'était un commentaire par rapport à la question des espaces protégés. Je sais que par endroit au Burkina aussi, il y a certaines zones où il y a en tout cas des ouvertures, quand on prend l'espace protégé, des aires protégées, du moins des forêts classées où c'est parcellé à des unités où chaque année, on peut ouvrir une parcelle pour... c'est comme si c'était du pâturage rotatif, je dirais. C'est ouvert aux animaux. Est-ce que vous avez pris connaissance de ça? Parce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment dans une localité précise, c'est pas Koumbia ou je ne sais pas, personnellement, j'ai fait mon ingénierat dans cette zone où j'ai travaillé un peu sur la production fourragère au niveau d'un certain nombre de ménages dans cette zone-là. C'était ce commentaire que je voulais faire. Merci bien à vous. Vraiment, je suis très heureux de participer à ce webinaire. Et je pense que certainement, après, on pourra garder le contact pour approfondir un certain nombre de réflexions. Merci. Merci beaucoup. Il y avait Julien Adéco. Juste, Adétoko. pardon, juste pour répondre à Bassiriki et à d'autres, si vous voulez garder le contact, c'est plus facile si vous mettez votre adresse mail dans le chat. On va les compiler et on pourra vous partager les résultats de la discussion et puis les listes des contacts. Merci. Pardon. Julien? Oui. Julien? Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce webinaire. Et moi, je suis Julien Adétoko, je suis au Bénin. Et par rapport, j'ai la question à la deuxième présentation. Souvent, on voit ces animaux quand ils viennent c'est-à-dire au champ, c'est-à-dire au niveau de la culture. Quand ils durent, après, quand ils partent, le sol devient compact, le sol même, ça devient dur. C'est-à-dire, pour le labour, l'année prochaine, c'est-à-dire pour la saison prochaine, quand il y a la pluie pour labourer, c'est-à-dire les tractoristes, même quand il vient, il y a des problèmes, c'est-à-dire les pieds même pour pouvoir labourer correctement, ça devient difficile, ce qui agit aussi sur le rendement des cultures. Est-ce que de ce niveau, ce n'est pas mieux de voir d'autres modèles, comment on peut faire pour que quand ces animaux viennent, est-ce que c'est la durée de ces animaux qui fait que le sol devient compact ou pas? C'est ma question.
Ouais, merci beaucoup. Merci, Julien. David, on te laisse 3 minutes pour une réponse condensée. Même les réponses sont rapides. Bon, alors, c'était une présentation à plusieurs voix, hein, donc si les collègues ont besoin de compléter, n'hésitez pas. Alors, la première question est finalement liée à la dernière, c'est-à-dire est-ce que les animaux piétinent et le piétinement serait bon pour le sol? Alors, les animaux piétinent, oui, mais mangent aussi, et surtout, ils viennent pas piétiner pour le plaisir de faire des randos. Et donc, on peut se demander, effectivement, s'ils mangent, par définition, ils piétinent plus sur les résidus qu'ils sont en train de manger. Effectivement, le piétinement peut aider en SCV, typiquement en semis sous couvert végétal, on sait qu'on peut mélanger la biomasse au sol. Mais bon, ma réponse, ça serait de dire si la vache est là, c'est avant tout pour manger. Donc, si elle a un effet favorable de piétinement des résidus pour restitution de la matière organique au sol, il est limité parce qu'elle en a mangé une bonne partie. Les déjections qui ne sont pas valorisées, alors je crois que vous avez bien compris, la personne qui a posé la question, pardon, j'ai oublié les prénoms, que c'est tout relatif parce que pas valorisé à l'échelle de la ferme. Donc, il faut bien comprendre ça. Vous m'avez demandé ensuite, est-ce qu'il y a des pistes? Alors, je ne l'ai pas présenté, mais dans ce projet de thèse, il y a effectivement les fosses fumières qui sont une des solutions apportées pour mieux valoriser en ramenant de la biomasse petit à petit pour justement valoriser ces déjections-là. Mais vous avez tout à fait raison quand vous dites oui, mais finalement, ces déjections qui partent dans le territoire sont utiles au territoire. Ben, je vous rejoins complètement. Et donc, ça rejoint cette idée de chercher des compromis entre ce qui est nécessaire, ce qui est possible d'être stocké et bien valorisé via des fosses fumières, par exemple, et ce qu'il est nécessaire de restituer au territoire, parce que sur le territoire, on va y manger. À partir du moment où on doit aller y manger, il faut aller y restituer quelque chose. C'est donnant-donnant. Dernier domino, pas de collaboration possible. Alors oui, vous m'avez dit, comme j'ai parlé de dernier domino, ça veut dire que, est-ce que je sous-entends qu'il ne peut pas y avoir de solution entre protéger les aires et le pastoralisme? Alors, c'est le dernier domino, ça ne veut pas dire qu'il doit tomber, hein. C'est juste que quand il n'y a plus rien sur les zones de culture, quand il n'y a plus rien sur les zones de pâture, bah oui, l'aire protégée, si elle est à proximité, c'est une solution. J'ai l'impression qu'on se lève tous les matins pour essayer de se dire que oui, il existe des solutions. C'est pour ça qu'on mène des recherches et qu'on a l'impression que c'est possible et que notamment des approches commodes qui mènent des points de vue en tracteur. Et au moins autour des jeux sérieux, c'est intéressant de voir qu'on trouve des solutions. Donc non, le dernier domino peut tenir bon, tout ne va pas tomber. En tout cas, c'est peut-être plus une envie qu'une réponse. Est-ce qu'on a étudié la dissémination des espèces végétales par les bouses? Alors là, c'est un grand non. Mais c'est une super bonne idée de se dire que restituer des déjections animales dans le territoire, c'est pas que restituer de l'azote. Nous, agronomes, on est obsédés carbone azote. Mais vous avez raison, ça fait partie aussi de, je crois que c'est l'endozoochorie, si je me rappelle bien, cette idée que les déjections permettent à des espèces de, Vincent est sur son répondeur, de disséminer des espèces. Mais là, je vous avoue qu'on ne l'a pas du tout fait. Et effectivement, c'est une bonne remarque qu'a fait le collègue qui dit qu'une partie des aires protégées sont pâturables. C'est un peu une espèce de débat land sparing, land sharing. Dans le land sharing, il y a des aires protégées. Et dans ces aires protégées, on se dit quand même, il est possible chaque année peut-être de venir pâturer certaines parties en protégeant des jeunes pousses, etc. Et c'est une solution, encore une fois, c'est un compromis. Au lieu de se dire tout ça est une aire protégée, on n'y touche jamais, essayer de trouver des compromis un peu mous. Et ça doit faire 3 minutes largement. Et ça fait le lien avec la connexion entre les espaces dont parlait Irène tout à l'heure, parfaitement. Considérer ça comme un domino joker en dehors des espaces étudiés par les agronomes, ou la communauté scientifique des agronomes, les espaces protégés, et aussi interdits d'entrée, ou les faire entrer dans les études, dans le champ de tes études, et aussi considérer que ce clivage entre les zones accessibles, parcelles agricoles, pastorales ou protégées doit rester tel quel et fait l'objet de compromis. Voilà. Ça rejoint aussi l'explosion des petites cases que tu nous as présentées, parce qu'on aurait pu discuter de la typologie, mais on ne va pas le faire là. Mais tu as ouvert la porte à la discussion sur cette typologie. Voilà. Il y a le vivrier marchand, les pasteurs qui font de l'agropastoralisme, enfin, etc. Merci, c'est super intéressant et aussi différent par le terrain et les approches soient-elles, ces 2 premières présentations ont des liens évidents, au-delà du mot-clé pastoralisme, sur la question de connexion et de fluidité et de connexion entre espaces et entre pratiques. Peut-être on peut passer à la 3e présentation, celle de Perrine.
qui nous laissera un petit peu de temps et avoir un peu de temps pour discuter spécifiquement de Madagascar après, et revenir sur discussion collective et le mural qui se remplit. Merci encore, David. Perrine, à toi. Ok, merci. Donc, rebonjour à tous. Effectivement, c'est l'enjeu de parler de pastoralisme et espaces pastoraux à Madagascar, à partir de quelques enseignements d'études de cas et surtout à partir de travaux collectifs avec notre équipe à Madagascar, mais aussi avec des contributions de collègues du CIRAD. Moi, je suis socio-économiste, spécialiste du foncier, mais aussi avec un statut de chercheur expert. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur le pastoralisme? Au départ, les enjeux, c'est qu'en fait, cet élevage extensif et ces pâturages de grande superficie à Madagascar, ils sont en fait peu étudiés dans le champ de l'expertise ou de la recherche, à part quelques travaux dans les années 80-90. Ils sont vraiment extrêmement rarement mis en avant par les organisations agricoles. Il n'y a pas non plus de réseau d'organisations d'éleveurs à l'échelle nationale. Du coup, aussi, c'est des formes d'élevage qui sont difficilement captées et prises en compte par les services techniques de l'État. En fait, ils ont très peu de chiffres, notamment parce qu'il y a un jeu sur les chiffres de sous-estimer pour les impôts ou pour les risques de vol. Et c'est aussi un élevage qui est très peu pris dans les projets de développement et encore moins dans les politiques publiques relatives à l'élevage, qui au mieux font des focus sur le bovin lait et la commercialisation, mais pas du tout sur l'élevage extensif. Et donc, ces pâturages et élevages sont méconnus, sujets à des idées reçues. C'est très classique, mais c'est très fréquent dans le discours de nos interlocuteurs. Les pâturages sont vus comme des espaces non appropriés, les modes d'élevage extensif sont qualifiés de contemplatifs, et surtout, ils sont fortement stigmatisés parce que les éleveurs utilisent le feu comme outil de gestion raisonnée des pâturages. Dernier point, c'est l'usage pastoral n'est pas reconnu par les lois foncières et donc les droits des éleveurs ne sont pas du tout reconnus. Et pourtant, ces espaces pastoraux, ils font l'objet d'un regain d'intérêt, plus pour leurs ressources que pour l'élevage extensif. Parce qu'en effet, c'est des espaces qui sont en plein changement, parce que c'est des espaces qui sont vus comme des réserves en terre cultivable ou en biodiversité, et donc qui vont être concernés par la progression de l'agriculture familiale, par le développement de projets agricoles d'entreprise, par les initiatives de reboisement ou la création de nouvelles aires protégées. Et c'est assez complexe parce qu'on est des espaces qui sont effectivement appropriés au niveau local, mais qui sont revendiqués en fait par différentes instances d'autorité, en partie qui relèvent de l'État. Et donc, on va avoir sur ces espaces des familles d'éleveurs, mais aussi des associations de gestion des ressources naturelles et des administrations sectorielles qui vont chacun vouloir revendiquer une autorité sur ces espaces. Il y a quelques projets de développement qui s'intéressent à ces espaces pastoraux, mais toujours en vue un peu d'une intensification de ces formes d'élevage et puis un peu d'un espèce de refrain sur un focus sur y cultiver des cultures fourragères. Et nous, ça nous a particulièrement aussi intéressés parce qu'il y aurait potentiellement une nouvelle loi foncière qui viendrait protéger les domaines communautaires et donc offrir une reconnaissance légale à ces formes d'usage pastoraux. Donc l'histoire, en fait, c'est qu'on a été au tout départ mobilisés par un projet de développement qui voulait justement un petit peu faire l'ingénierie autour de la gestion des pâturages et surtout y faire des cultures fourragères, et ils nous ont un peu mobilisés pour dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là, quelles en sont les règles du jeu, qui sont les acteurs clés. Et donc, ça nous a amené un peu à ouvrir la boîte noire de ces espaces pastoraux, qui sont en termes plus académiques, en termes en socio-économie, vus comme des communs. Et donc, la question se pose, en fait, effectivement, quels sont les modes d'appropriation et de gestion de ces ressources. Et nous, spécialistes du foncier, c'était de se dire, en fait, aussi, quelles sont les pratiques et les besoins des éleveurs en termes de sécurisation foncière. Besoins des éleveurs, mais aussi des autres usagers, parce qu'on verra que c'est des espaces qui ne sont pas uniquement dédiés à l'élevage. Pour un rendez-vous avec Kouaé, mail d'hier. Il y a quelqu'un, merci. Et donc, les finalités un peu classiques de nos projets, c'est effectivement de produire et partager de la connaissance. Et aussi, on est fortement attendu pour nourrir les débats sur les lois foncières à venir.
Et puis au fil du temps, au fil des terrains et des entretiens, on s'est vu qu'on nous a partagé beaucoup de connaissances sur les savoirs et les pratiques associées à l'élevage extensif. Et donc, ça s'est couplé aussi, cet intérêt de parler non seulement du foncier et du forme d'élevage dans les arènes nationales. On revient un peu sur ce processus et ce qui nous a amené, nous chercheurs experts et nos équipes, en fait, à partir de travaux jusqu'à l'alimentation de débats de politique publique. Donc, c'est un investissement pour notre équipe sur le pastoralisme qui est complètement nouveau, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le foncier agricole, sur le foncier urbain, sur le foncier forestier. Mais là, on n'avait jamais touché du doigt en fait, les systèmes d'élevage. Et on a eu la chance depuis 2021 d'avoir 3 projets successifs qui nous ont permis de travailler dans 3 régions et surtout qui nous ont permis de faire des longs séjours de terrain et énormément d'entretiens qualitatifs dans des zones très enclavées, peu couvertes par des projets de développement. Et donc vraiment intéressantes à étudier. Et au fil de l'eau, en fait, c'est articulé des expertises auxquelles se sont associés Véronique et Yul. Mais aussi, on a pu connecter avec d'autres projets de recherche-action à Madagascar, avec Mathieu Vigne, et donc un peu de faire réseau plus large. Et fort, en fait, de ces différentes connaissances et réseaux, on a pu organiser différents ateliers et ouvrir réellement des espaces de débat sur ces thématiques, avec des ateliers nationaux, et puis un atelier national, et à la suite de ça, de la sollicitation par des catégories d'acteurs spécifiques, pour avoir des restitutions plus techniques en groupe plus limité. Et donc, on a été invité à faire ces mêmes restitutions au sein du ministère en charge du foncier, au sein du ministère en charge de l'élevage, au sein de la plateforme des sociétés civiles sur le foncier et au sein aussi de l'université et de l'école d'agro. Ensuite, tout ça s'est traduit par une demande de la société civile qui nous a mis à disposition un petit financement pour mettre en réseau des grands éleveurs, pour justement qu'ils construisent une analyse collective, qui formalise une analyse collective sur leurs pratiques, les enjeux, et qui soient prêts à monter leur plaidoyer dans le cadre de futurs débats sur des lois foncières qui pourraient les concerner. Et donc, ça continue, en fait, c'est une dynamique où après, on a aussi essayé de déposer un projet avec des gens qui travaillent sur la santé animale, comment coupler, en fait, ces approches socio-éco avec cette santé animale. Et puis, de fait de toutes ces années et de ces rencontres avec ces différents acteurs, on est un peu appelé et on a envie aussi de créer ces groupes de travail autour de l'élevage extensif et du foncier, pour collectivement savoir comment on peut mieux mettre à l'agenda cet élevage extensif, et pour nous, chercheurs, pour savoir quelles seraient des questions de recherche qui feraient sens pour ces collectifs. Du coup, on en vient en fait à quels sont ces quelques résultats qui ont intéressé ces différents partenaires, en sachant qu'on était dans un niveau de connaissance très faible, donc même nous, on n'était pas du tout spécialistes, et donc chaque connaissance faisait un peu l'idée de surprise, alors qu'en fait, pour des gens qui s'y connaissent en élevage et en pastoralisme, il n'y aura peut-être pas de grandes surprises. Déjà, on parle d'éleveurs, mais en fait, ils sont tous agro-pasteurs à Madagascar. On n'a pas du tout un clivage identitaire ou social par système de production, et avec des acteurs qui ont un fort discours autour de l'articulation élevage et agriculture, notamment parce que les ébus sont systématiquement employés pour piétiner les rizières, qui sont la voûte agricole des systèmes agricoles. Et après aussi, bien sûr, d'autres interactions autour de l'attraction animale, du fumier, de la valorisation des pailles. On a des propriétaires, et donc je parle de zébus principalement, qui sont majoritairement des hommes, mais on a aussi des femmes. Et on a effectivement des configurations qui sont très différentes entre des propriétaires qui peuvent avoir 10 têtes et certains qui peuvent avoir 3000 têtes, mais qui sont néanmoins dans des systèmes d'élevage qui sont assez proches et pas du tout avec des grandes catégories, des typologies qui vont changer un peu selon le nombre de zébus détenus. C'est ça où c'est assez intéressant dans le rapport au territoire, mais aussi dans la construction d'un discours collectif dans la reconnaissance de leurs pratiques. Et on a des propriétaires qui sont impliqués dans la conduite de troupeaux, ou quand ils sont plus âgés, on recourt à des bouviers, mais qui restent des gens de la famille ou du village. Et on a où on a des troupeaux après qui vont composer des ébus qui appartiennent à différents propriétaires, pour avoir à la fin des troupeaux qui sont conduits avec 30 à 150 têtes.
Nous, on a investi dans ces systèmes d'élevage pour comprendre quels étaient les rapports au territoire, l'usage des ressources et les besoins des acteurs. Mais on avait une entrée par le territoire. Donc nous, c'était ces espaces pastoraux qui étaient importants. Et donc, on s'est focalisé sur 2 modes de conduite. Un premier qui est semi-extensif, on l'a qualifié de semi-extensif, où là, les troupeaux sont toujours accompagnés par un bouvier et tous les soirs ramenés dans des enclos villageois. Et donc, ils n'utilisent ces grands pâturages qu'en saison des pluies et en journée. Et il y a un autre mode d'élevage aussi qui est historique, encore très vivant et pourtant méconnu dans les arènes nationales de la capitale, qui est un mode très extensif où les troupeaux sont laissés en saison sèche et en saison pluie dans ces grands espaces pastoraux et sans surveillance. Et en fait, c'est un bouvier qui vient tous les 15 jours les contrôler pour voir l'état sanitaire et regrouper les animaux. En fait, ce qui se passe par rapport en Afrique subsaharienne, on a des grands parcours qui sont sur des centaines de kilomètres. Ici, à Madagascar, on est sur des espaces qui sont assez finalement cantonnés et qui sont même délimités socialement avec des repères qui sont connus et des repères naturels. Et des espaces qui vont paraître peut-être petits pour des gens d'Afrique subsaharienne, mais qui sont immenses à Madagascar, où les superficies agricoles sont toutes petites. Et donc, on va avoir ces espaces pastoraux qui vont être sur des hauts plateaux, dans des zones fortement agricoles, dans des espaces enclavés, comme dans la région du Bouenne, ou dans des espaces en mosaïque, comme dans le Yorumbé, où on va avoir des grandes plaines agricoles, des grandes plaines pastorales entrecoupées d'espaces agricoles. Mais quoi qu'il arrive, dans chacun de ces espaces pastoraux, on est sur du multi-ressources. Hein. On a des arbres et de la forêt qui sont valorisés pour leur charbon, pour les ressources ligneuses, pour la construction, des étangs et des rivières qui vont aussi être valorisés par la pêche, et dans micro-zones, des terres qui sont de meilleure fertilité et qui sont cultivées ou cultivables. Et ce qui était vraiment important pour nous, c'est que dans cet espace, chaque type de ressource est associé à des règles d'usage et à des modes d'appropriation différents. Donc avec des communs enchâssés. Mais néanmoins, malgré cette entrée par les ressources sur un espace donné qui compte, on voit quand même qu'à l'espace du territoire, il y a une maîtrise des éleveurs au regard des règles locales et coutumières. Et au regard de ces règles-là, locales et coutumières, c'est bien les éleveurs qui sont maîtres de ces espaces. Donc là, on a un espace schématisé sur la droite de l'écran, dans le cas du Bouenne, hein, on a des différences selon les régions, où vous voyez les étangs, les parcelles, la forêt, l'eau, les villages qui sont un peu éloignés. Et ce qui était important dans ce territoire, c'est qu'on a des sous-espaces qui sont vraiment considérés comme la propriété des éleveurs, c'est les lieux de regroupement des troupeaux. Où là, les grands éleveurs en sont propriétaires. Ils sont grands parce qu'ils sont chefs de lignage ou parce qu'ils sont propriétaires de nombreux animaux. C'est eux qui vont céder ces terres en héritage, c'est eux qui vont décider d'en exclure l'usage à d'autres personnes ou au contraire d'y autoriser des usages temporaires, agricoles ou de prélèvement de ressources. Et on a quand même une dimension qui reste toujours collective sur l'ensemble de l'espace qui est schématisé en vert clair. Là, on est sur le Tanyong, où là, les gestionnaires vont être l'ensemble de ces grands éleveurs qui vont, eux, du coup, décider sur cet espace tout ce qui est lié à l'accès à l'eau pour les animaux et la gestion de l'herbe, et qui vont décider notamment qui et où on peut créer un nouvel espace de regroupement s'il y a un nouveau troupeau qui y est accueilli. Qui on accueille en saison des pluies, notamment parce qu'il y a des éleveurs qui viennent d'autres villages. Alors, ce n'est pas de la grande transhumance, hein, c'est des éleveurs qui viennent de 30 km maximum. Mais c'est eux qui vont aussi pouvoir exclure certains éleveurs s'il n'y a pas de respect des obligations sociales, qui sont les règles d'usage des ressources, mais qui sont aussi l'obligation de poursuite des voleurs en cas de vol. Et c'est eux aussi qui vont gérer un peu la dynamique de ces territoires en donnant des usages, des autorisations pour savoir quels sont les espaces qui peuvent être mis en valeur agricole. Mais par contre, ce n'est pas du tout eux qui vont avoir autorité sur les arbres ou sur les étangs. Ça va être une gestion qui va être faite en articulation avec d'autres autorités locales. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est de voir en fait, en termes de sécurisation, quels étaient
risques pour les éleveurs de voir leurs droits, leurs pratiques remis en cause et par qui. Donc, on a vu des tensions entre agriculteurs un peu classiques, mais surtout, on a vu aussi quels étaient le jeu d'élites locales qui mobilisaient des règles légales pour installer des migrants et pour en tirer des rentes sur les espaces cultivables. Quelles étaient les tensions avec des gestionnaires d'aires protégées qui instauraient des zonages, qui redéfinissaient des usages et qui même interdisaient des pratiques, notamment des pratiques de gestion des feux qui sont clés et maîtrisées par les éleveurs, ou les tensions avec l'État qui va carrément là exclure les éleveurs de leurs terres pour les titrer en son nom et les céder à l'agrobusiness. On a essayé de voir comment les éleveurs réagissaient par leurs différentes stratégies pour voir en fait, en cas d'un outil d'aménagement du territoire ou d'outils légaux, où est-ce qu'il faut mettre le curseur en fait, où est-ce que les choses se passent et se négocient localement, et où est-ce qu'il y a effectivement des menaces pour la reconnaissance des droits des éleveurs. Et donc, on a vu quels étaient comment les éleveurs négociaient ou faisaient alliance ou s'opposaient avec les différentes institutions qui intervenaient sur leur territoire, pour mieux connaître un petit peu ces différentes règles. J'accélère. En fait, maintenant, notre but, c'est, au vu de la connaissance de ces espaces et des tensions qui y sont, c'est de voir un peu comment construire des outils légaux et d'aménagement du territoire qui peuvent permettre du sur-mesure dans toutes les régions et qui peuvent permettre à minima certaines reconnaissances des droits des acteurs locaux, notamment vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est là-dessus qu'on travaille pas mal avec les services fonciers. Et tout en permettant en fait une marge de manœuvre à l'intérieur de ces espaces pastoraux pour une continuité de la gouvernance locale, même si elle a son jeu de tension et de réarrangement, en évitant en fait de vouloir aller vers la formalisation des collectifs par des associations ou par d'autres structures légales. Et notre deuxième enjeu, c'est en fait aussi comment en fait passer des expériences pilotes à vraiment une ouverture et une reconnaissance de l'élevage extensif et de l'importance de ces outils légaux à plus grande échelle par une formalisation vraiment par une loi foncière. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Vraiment très Perrine. intéressant. Et les challenges, les enjeux à la fin, vraiment, je pense qu'ils sont très pertinents. Donc, j'ouvre juste 10 minutes d'échange à propos de ton intervention. Vous pouvez lever la main. Julien. Oui, merci beaucoup pour la présentation et j'ai deux questions. Par rapport, vous avez travaillé sur les profits des éleveurs et là, j'aimerais demander, est-ce que vous avez tenu compte aussi du niveau d'éducation des éleveurs? Niveau d'éducation, c'est-à-dire le niveau d'études. Est-ce qu'ils ont été à l'école ou pas? Parce que ce qu'on voit, et moi, par exemple, au Bénin, je suis dans le domaine de l'élevage, mais je vois que la majorité des gens qui ont quand même évolué dans les études, ils comprennent vite et font l'alliance, c'est-à-dire l'impact que tout en circulant avec les animaux, l'impact que ça peut avoir au niveau de l'environnement, c'est-à-dire ils limitent les animaux. Au lieu d'avoir jusqu'à 100, 200, ils préfèrent avoir 10 qui peuvent s'en occuper dans une petite espace, comme il a un niveau d'études un peu élevé. Mais je vois ici, bon, est-ce que vous avez rencontré ces cas? Et aussi, dans la prochaine fois, pour négocier avec des partenaires ou autres, il faut prendre en compte des étudiants qui ont eu le diplôme au niveau du secteur de l'élevage, au moins les installer et aussi les donner quelques animaux. Comme ça, eux, ils comprennent vite que les gens qui n'ont pas été, les gens voient que c'est lorsqu'ils ont 200, 300 ou bien 400 vaches laitières, c'est en ce moment ils sont des éleveurs. Mais lorsqu'ils sont avec 5, 6, ils ne sont pas des éleveurs. Alors qu'on peut être avec 5 et 6 et bien gérer, au lieu d'avoir jusqu'à un nombre élevé. Mais pour arriver à ce niveau, il faut impliquer les étudiants, les jeunes diplômés qui sont formés de l'université. Parce qu'on voit que dans la vie professionnelle, on donne simplement les animaux, même lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a quelque chose, on donne ça simplement aux éleveurs. Ce qui fait que le nombre d'animaux augmente, mais ils n'arrivent pas à gérer vraiment pour pouvoir avoir une rentabilité. C'est juste mon apport. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup, Julien. Il y a aussi Christian Cornio qui voulait intervenir. Oui, merci beaucoup d'abord pour l'organisation de ce webinaire, vraiment très intéressant. Merci beaucoup aussi à Perrine. Moi, j'avais une question par rapport par rapport à ta conclusion, où tu parles d'ouverture d'espace de débat. Ça m'a interrogé sur la place euh, de l'organisation des filières de vente du bétail, des marchés, de vente de viande, et la question des vols qui est récurrente à Madagascar, que dès que l'on commence à parler de filière bovine, on nous parle de vols à chaque fois. Et je me demandais, est-ce que pour toi, c'est pas un gros frein pour la mise en place justement de ces espaces de débat, et est-ce que ça n'a pas tendance justement à dériver sur ces questions-là plutôt que de s'occuper réellement de ces problèmes fonciers à la base? Perrine, tu as 5 minutes. Ok. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires d'animaux, hein, qui ne sont pas forcément dans ces modes d'élevage extensif, mais du coup, ça recouvre toute la diversité des profils des ménages agricoles. Et nous, ce qu'on a beaucoup aimé, en fait, avec tous les entretiens qu'on a eus avec les éleveurs, dans des zones où il y avait beaucoup de projets, des aires protégées, etc., comme dans des zones enclavées, où on a beaucoup aimé, en fait, parce que c'est souvent des gens qui sont issus des familles un peu historiques, et qui, grâce à leurs animaux, ont aussi une certaine indépendance par rapport à cette logique un peu de courtage de développement, et qui avaient une très bonne analyse de l'évolution de leur territoire, des emplois pour les jeunes, de la place de l'élevage, de la progression de l'agriculture. Et donc, ils avaient une vision très évolutive, en fait, de la place des systèmes, des différents systèmes de production, mais néanmoins avec une envie de garder des espaces de pâturage naturel en suffisamment grande quantité pour permettre ces formes d'élevage extensif, qui leur semblent complètement complémentaires dans leur système d'activité et qui leur semblent intéressantes pour valoriser en fait des sols qui sont pauvres et qui fournissent de l'herbe. Et donc en fait, on a peu rentré par ce niveau d'indication parce qu'en fait, on avait des gens qui connaissaient aussi bien les espèces végétales ou qui avaient des visions sur le territoire indépendamment en fait de leur niveau d'éducation. Donc on n'est pas rentré du tout par cette variable-là. Mais ce qui était assez intéressant, c'est de voir que cette mobilisation et cette défense pour ces types d'élevage semi-extensif ou extensif était assez partagée, quelles que soient les catégories de propriétaires. Et donc, on n'avait pas certains qui étaient dans un discours d'intensification et d'autres d'élevage extensif. Et ça nous a paru assez intéressant, en fait, ce ralliement commun autour de cette volonté de garder ces formes extensives d'élevage. En fait, il y a beaucoup d'éleveurs qui aimeraient avoir plus de têtes, mais qui sont contraints effectivement par les risques de vol, qui sont très importants à Madagascar, et aussi des contraintes d'espace dans des territoires où l'agriculture progresse, parce que c'est quand même l'activité principale de 80% de la population, et qui donc, soit ils cherchent des solutions dans les communes d'à côté, soit effectivement, faute de place et du fait d'opportunités économiques autres, ils vont diversifier vers plus d'agriculture. Mais même quand il y a ces troupeaux qui deviennent plus petits et avec des modes de conduite qui sont ramenés au village, ça reste toujours hyper intéressant de voir comment justement le fait qu'on ait des modes moins intensifs mais qu'on concentre les troupeaux dans les terroirs villageois, quelle implication ça a en termes d'interaction agriculture-d'élevage et de valorisation des espaces interstitiels non agricoles. Après, pour Christian, est-ce que finalement, oui, il y a toujours cette question, en fait, il y a peu d'études sur la filière. Pourquoi? Parce qu'en fait, à part les éleveurs qui se font voler, qui sont perdants, on n'a que des gagnants. C'est-à-dire, on a tous les gens qui vont faire des faux papiers pour les élus, les transporteurs qui vont avoir une marge, les polices au contrôle sur les routes qui vont avoir une marge, le boucher au final qui va acheter moins cher, et le consommateur qui peut finalement avoir une viande à moindre coût. Donc, on a dans cette filière où la viande est volée et pas rémunérée à l'éleveur, on a plein d'acteurs qui en sont gagnants. Mais finalement, ces acteurs-là, et notamment, c'est une filière assez mafieuse où on dit
qu'il y a des gens qui sont quand même haut placés dans ces filières-là pour armer les voleurs et organiser les transports. Ces gens-là, finalement, pourraient être des alliés pour dire eh ben, il faut quand même qu'on continue à produire de la viande. Et donc, il faut ces espaces pour la produire. Donc là, ce n'est pas forcément une contrainte. Après, effectivement, c'est une contrainte pour les éleveurs et qui, eux, sont du coup dans un rapport un peu de méfiance par rapport à l'État, où ils savent que le rôle ambigu de la gendarmerie dans ces vols, le rôle ambigu des chefs de région dans la mafia, dans ces filières-là, et donc leur réticence à rentrer dans des arènes de négociation, à devenir visibles pour faire respecter leurs droits. Voilà, c'est plutôt là où finalement cette filière mafieuse va faire un frein aux éleveurs pour rentrer dans l'espace public. Merci beaucoup, Perrine. Quentin? Oui, merci beaucoup. Juste une petite question. Merci beaucoup, Perrine, pour la présentation. J'avais une question sur les interactions entre acteurs. Tu as parlé des relations de tension, voire conflits qui pouvaient exister entre le groupe disons, des éleveurs avec les agriculteurs, avec certaines élites locales, avec des autorités étatiques. Mais au sein de ce groupe des éleveurs, quels sont un peu les types de relations? Est-ce qu'il y a aussi des formes de tension, de domination pour l'accès à certains espaces ou à certaines ressources? Et c'est oui, ces dominations, elles se matérialisent comment? Est-ce que, en gros, c'est les plus gros éleveurs avec le plus de têtes qui sont les plus puissants, les dominants, ou est-ce que c'est plus en lien avec des liens familiaux, d'ancrage dans le territoire depuis des années, l'antériorité qui domine? Est-ce qu'il y a des formes de collaboration entre ces éleveurs au sein du territoire pour justement l'accès aux ressources, etc.? Est-ce que juste on peut entrer un peu dans cette boîte de groupe d'acteurs des éleveurs et donner un peu quelques éléments sur le type d'interaction et de rapport de pouvoir ou de coopération qu'il y a entre les éleveurs? Sur les espaces pastoraux qu'on a étudiés, en fait, on n'a jamais eu d'éleveurs qui nous ont dit qu'ils ont refusé des troupeaux en saison des pluies, voire même en saison sèche. Donc pour nous, c'est un indicateur que la ressource est là, en fait. Quand il y a eu des exclusions, c'était pour non-respect plutôt de règles sociales. En saison des pluies, on est vraiment sur de l'abondance de ressources dans ces territoires parce qu'ils sont encore assez larges, dans les régions où on était. Hein. La problématique, ça va être plutôt en saison sèche, mais là où le problème est pour tout le monde. Mais là, chacun ramène en fait ses troupeaux dans ses territoires villageois pour avoir accès aux pailles de culture. Mais ce n'est pas forcément source de tension entre éleveurs. Voilà. Donc, dans les espaces où on était plutôt sur de la solidarité d'accueil d'un territoire à l'autre. Donc, certains qui accueillent en saison des pluies dans leurs grands espaces pastoraux, d'autres qui accueillent dans leur terroir villageois pour avoir accès aux pailles. Après, il y a des tensions entre eux, parfois par des bols de zébus entre différents éleveurs, mais qui vont recouper des clivages familiaux ou politiques, quoi. Mais voilà. En tout cas, dans l'état de nos connaissances après, il faudrait peut-être qu'on approfondisse. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes de webinaire de cette réunion. Moi, ce que je retiens là, à partir des 3 interventions, ce que je retiens, c'est que voilà, si les pasteurs sont toujours les perdants, si le pastoralisme est toujours le grand négligé dans le discours des décideurs publics, dans les politiques publiques et tout ça, c'est parce que aussi les outils et le langage n'est pas adapté à ce mode, à ce livelihood, à cet ensemble de livelihood. Et voilà, parce que les outils et le langage sont toujours créés par des populations qu'on pourrait définir de sédentaires. Et on le voit représenté visuellement sur les espaces blancs, sur les cartes qu'a montré Irène. Voilà, on peut le voir dans les concepts liés à l'agroécologie qui n'arrivent pas à prendre en compte cette fluidité territoriale du pastoralisme. Et,
Et on peut le voir aussi dans le manque d'outils juridiques, comme le disait Perrine, pour saisir la gouvernance territoriale faite par les pasteurs. Donc ça, c'est un point que je retiens à partir de ces trois interventions. Est-ce que quelqu'un a des commentaires là-dessus, une sorte de synthèse à partager, une réflexion? Je vois que le mural a été bien enrichi, donc c'est positif. Je me suis un peu perdue dans la gestion des autorisations. Véronique, vas-y, si tu as quelque chose à dire à partir de ça. Non, ça c'est sur la synthèse, non, mais sur l'utilisation du mural et sur la restitution des résultats, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui le demandent juste avant, pour laisser le temps aussi à d'autres de réfléchir et de proposer des idées synthétiques. On va traiter ces résultats et on va vous les restituer, évidemment. On va vous relancer aussi. Il y a très peu de post-it bleus sur ce que vous aimeriez voir traité dans d'autres séminaires. On viendra vous chercher, hein, mais on est vraiment à l'écoute de vos propositions, soit maintenant sur le post, et pas forcément pour vous engager vous-même, mais ce que vous aimeriez, sur ce sur quoi vous aimeriez écouter des interventions. Et puis vous pouvez nous écrire aussi. Bon, ça c'était un intermède pour la suite de ces webinaires. On n'est pas en mesure de vous dire non plus quand on le programmera, mais on va le faire de notre mieux dès qu'on aura le temps et la matière pour ça. Sur un paradoxe au début de l'intervention de Perrine sur les espaces pastoraux qui, d'un côté, attirent l'intérêt pour la ressource qu'ils représentent, pour le potentiel, et de l'autre, nous était présenté, puisque j'ai eu la chance de participer au projet dont Perrine parlait, comme a priori des zones dégradées, puisqu'il s'agissait de restaurer la qualité des sols pour sécurité alimentaire, etc. Un peu dans le discours causal général dont parlait aussi, je crois, David, protéger les sols pour nourrir les animaux, pour nourrir les sols. Là, c'était restaurer les sols pour la sécurité alimentaire directement, sans passer par les vaches. Et l'hypothèse de base était que ces espaces communautaires pastoraux étaient en voie de dégradation ou déjà dégradés, qu'il fallait des pratiques. Donc ça renvoie aux catégories, aux questions à l'hyperspécialisation des études et aux préjugés aussi sur l'usage pastoral communautaire de certaines terres. Il ne faut pas tomber dans une idéalisation adverse, présumant que tout va bien et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est un peu une approche paradoxale aussi que je voulais relever. Pour l'instant, le mural continue à se remplir, c'est bien. Oui. Véro, tu veux parler de l'ouvrage Quae? Ah, oui. Nous avons été pressentis, enfin, la DGDRS comme du CIRAD, ont demandé qui pouvait être intéressé à coordonner un ouvrage collectif autour du pastoralisme à l'occasion de l'année internationale. Serena et moi sommes portés volontaires un peu dans l'esprit de ce webinaire. Et ce webinaire, je dirais, est une contribution. Ça apporte un versant des idées. Parce que vous avez vu que Regard Transverse, on a soigneusement invité un agronome, une économiste et une géographe, pas tous de l'unité spécialisée de Selmet. Et on va continuer à alimenter ces regards transverses. Mais l'ouvrage se basera, on espère, sur ce qui en sortira. Mais pas seulement. Il y aura aussi naturellement un grand partie alimenté par des travaux spécialisés sur le pastoralisme et pas simplement par les regards transverses.
Donc c'est un travail qui se monte de façon séquentielle à plusieurs échelles. On espère très fort avoir un renfort pour nous aider à coordonner l'ouvrage, et on espère pouvoir l'annoncer très vite, ce renfort. Voilà, donc pour le moment, il est clair qu'on est fin janvier 2025. On espère pouvoir présenter un manuscrit complet courant 2026, et ça sera au deuxième semestre 2026, selon toute vraisemblance. Donc pas pour le Salon de l'agriculture du début 2026, raisonnablement. Parce qu'il ne s'agit pas d'une compilation réécrite de travaux existants, mais d'une entreprise un peu plus ambitieuse, comme vous êtes en train d'y participer là, d'interconnaissance collective, de construction d'un renouvellement un peu des regards et sur le pastoralisme et, vous l'avez compris, sur des objets non proprement pastoraux, non proprement pastoralistes, mais qui peuvent être enrichis à partir de la prise en compte de la pluralité des acteurs, de la connexion des territoires et des espaces et des systèmes productifs, de la fluidité territoriale, de la mobilité, même et qui vient bousculer les cases et les approches des rendements. Voilà, et d'autres phénomènes qu'on attend pour les prochaines séances de ce webinaire, auxquels vraiment vous êtes vraiment très cordialement invités, non seulement à participer, mais à intervenir ou à proposer des thèmes d'intervention. Voilà, CIRAD ou pas, naturellement. Oui, je pense qu'on peut clôturer sur ces mots. On vous remercie encore d'avoir participé. On remercie non seulement les intervenants d'avoir quand même fait ce travail d'élaboration de leurs travaux pour l'adapter à la thématique d'aujourd'hui. Et on remercie beaucoup les participants pour avoir pris le temps d'écouter et de contribuer aussi activement. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer d'enrichir le mural, ça va rester ouvert. Voilà. Merci beaucoup, et on se tient au Merci aux courant trois intervenants pour le prochain qui ont webinaire. inauguré Oui. les sessions. Irène, David et Perrine. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Ok, au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, c'est Au bon. revoir. Au revoir. Merci aussi à Jean-Daniel qui a structuré le mural. Je me demandais, bravo, c'est trop bien. Je pense qu'il s'attend à ce qu'on le paye. Ou bien Jean-Daniel. Ouais, tu m'envoies la vidéo. Véronique, est-ce que ça te va si on met la vidéo sur le YouTube du PPZS, comme ça en chapitre, et nous on capitalise là-dessus, quoi. Bah Donc oui, c'est à tout le monde, oui. une unité, donc on a mis le webinaire sur désertification, on a mis le colloque agropastoralisme, voilà, on essaye de faire vivre un peu la chaîne, quoi. Oui, pas de problème. C'est gentil. Et bah d'ici là, bon week-end. Merci, Jean-Daniel. Où est-ce que je récupère l'enregistrement?